Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, programmation un peu fleurie, on va dire, n'est-ce pas ? C'est le mois de mars, il fait chaud, anormalement chaud d'ailleurs. Et pour fêter ça, on est très nombreuses autour du plateau aujourd'hui. Bonjour Marcy. Bonjour. Alors Marcy, pour te présenter, tu es chroniqueuse dans MangaCast. Exactement. Tout à fait, tu as une appétence pour un certain collectif d'autrices dont on va parler aujourd'hui. Oui, j'ai hâte d'en parler avec vous. Très bien, tu fais quoi un peu à côté en ce moment, des projets autour de MangaCast Eh ben, on réfléchit à Japan Expo qui arrive pour nous pas si loin, donc on espère que cette année encore on va pouvoir proposer pas mal de contenu pour l'émission. Et sinon on a encore pas mal de choses dans notre petite valise, mais pour l'instant notre site est en panne et je suis surtout en galère depuis une semaine à le réparer. Très bien, je vois que le mood est technique aujourd'hui. En face de toi on a Clément Leduc, bonjour. Tu es rédacteur à Animeland. Tout à fait. Voilà, tu sais quelles sont tes zones de spécialité un peu. Alors moi c'est la musique. La musique. Voilà, je m'occupe principalement des chroniques musique au sein d'Animeland, mais aussi d'autres petites chroniques, des petits jeux. Tu as bien choisi ton côté de la table cette semaine en termes de musique. Tu te frottes les mains, Cédric. Jamais. Jamais ? T'es sûr ? Si, oui, tout le temps. Bon, Très comme bien. tu veux, je sais pas. Comment ça va ? Ça va bien et toi ? Très bien, écoute, très bien. Belle programmation aujourd'hui et en face on a Grégoire et Chloé. Comment ça va ? Bah ça va très bien, écoute. Ça a été le Before eSport ? Franchement oui, je crois que j'ai beaucoup parlé. Beaucoup ? Ouais, Ouais. une vraie pipelette. Alors, je sais pas qui l'a foutu là, mais Vous avez parlé de quoi cette semaine ? Hearthstone. Hearthstone ? Ouais. Ouais, effectivement, un gros sujet. On a eu beaucoup de nouvelles qui sont sorties cette semaine, donc il y avait des arguments à traiter. Très bien, retrouver évidemment en replay sur le site de VL dans la semaine. Cette semaine, donc évidemment, un sacré programme. On va parler de Ralph 2.0 avec toi, Yes. Chloé. Un avis, une petite... Alors moi je suis d'une mièvrerie intense, j'ai énormément aimé, je sais que les avis sont mitigés, mais ma critique, spoiler alerte, est assez positive. Très bien. Et en face, c'est un mood un peu plus vénère. Cédric, tu as vu Dragon Ball Super Broly ? C'est pas le même mood, effectivement. Ouais. On Non, pas de l'avait- mièvrerie. On va en parler. Très bien. Voilà, vous avez le menu de la semaine avec évidemment un grand débat sur la rétrospective de Clamp qui fête ses 30 ans cette année, ma foi. Oui. Donc un bien bel anniversaire. Vous voyez que le plateau est bien décoré si vous nous suivez en vidéo. N'hésitez d'ailleurs pas à partager vos anecdotes et vos questions sur le chat. On vous lit et on répondra à vos questions tout au long de l'émission. C'est parti pour les news. Et on commence les news avec toi Grégoire, Funcom qui a 3 jeux d'une dans les cartons. Oui, effectivement, donc l'annonce a été lancée cette semaine. Il y a signature d'un partenariat avec Herbert Properties, du nom de l'écrivain américain qui avait rédigé le cycle de Dune, dont le premier ouvrage était paru en 1965 et qui est un monument de la science-fiction. Dune, ça vient du surnom de la planète centrale de l'univers Arrakis. Voilà, petite remise en contexte. Et on a eu la bonne surprise d'apprendre cette semaine que Funcom, donc studio norvégien qui avait déjà comme gros calibre les licences Conan, ajouterait donc ce nouveau monument à son arc. Le premier titre donc a été donc on n'a pas eu de date autour du premier titre, mais il a été déjà présenté comme un monde ouvert, un jeu à monde ouvert qui paraîtra sur PC et sur console. C'est une annonce qui intervient alors qu'on a également Legendary qui devrait adapter au cinéma Denis Villeneuve qui Denis pilote, Villeneuve, bien sûr, encensé par les critiques. Donc on va bouffer du sable dans les prochaines années. et gros casting pour le film toutes les semaines. T'as un nouvel acteur qui est annoncé, donc ça va être plutôt intéressant. Est-ce que vous attendez un petit peu Dune au tournant autour du plateau ? Je ne connais pas du tout personnellement, donc je vais me renseigner et je vais m'intéresser et L'occasion de je s'y vais mettre. pratiquer. Peut-être, très bien. Merci. Non, ça s'appelle Clément. Dune, donc ça peut forcément être que bien. Très bien. Tout simplement. On enchaîne, on reste avec toi Grégoire. Good Games qui a des problèmes. C'est peu de le dire et c'est même devenu évident depuis 2018 avec les affaires de licenciement. Donc la boutique du groupe CD Projekt a annoncé que le 31 mars prochain elle mettrait un terme à sa politique de prix équitable en fait, qui promettait aux clients un remboursement de la différence de prix s'ils trouvaient des meilleurs prix sur les jeux qui étaient vendus, enfin s'ils trouvaient des meilleurs prix sur les jeux vendus sur la plateforme leur remboursait la différence. Ça allait jusqu'à 37% du prix des jeux parfois et c'est fini. La raison invoquée du côté de GOG, GOG c'est le nom de la plateforme, c'est qu'ils vont augmenter la part versée aux développeurs. Donc est-ce qu'ils cherchent à s'aligner dans la lignée d'Epic Game Store en fait, qui promet 88% des recettes aux studios, alors que Steam prend
Steam empoche 30% des recettes des titres. Perso, je suis sceptique, ça ressemble plutôt à une sorte de sauf qui peut, sortez les gilets de sauvetage au cas où le navire coule, parce qu'ils ont quand même énormément de pertes sur l'année qui vient de s'écouler, 450 000 euros, alors qu'ils étaient à 405 000 euros de bénéfices sur l'année précédente. 1000 ou millions 1000 Ok. 1000. Très bien. C'est vrai qu'en tête, je m'avais annoncé millions. Millions, ça me semble un peu beaucoup. On a vérifié, effectivement, j'avais un doute. Merci. Effectivement, c'est qu'il y a une vraie course à l'échalote des stores dans l'écosystème du jeu vidéo, avec à qui sera le numéro 2 derrière Steam. Faut croire que Epic a pas mal bouleversé un petit peu tout ça. Ils ont même bien bouleversé ça, ils sont bien installés pour l'instant. Avec, on rappelle, un jeu gratuit toutes les 2 semaines sur GOG, il y avait un petit peu ça aussi. Mais bref, ce serait dommage de perdre GOG étant donné que l'offre qu'ils proposent c'est sans DRM. Donc une fois qu'on a le jeu, on n'a pas la licence, on a le jeu. Voilà. Donc choisissez en conséquence un petit peu où vous faites vos emplettes. Voilà, vous aurez ça se décidera dans les prochaines semaines, un numéro consacré à ça. Ça pourrait être intéressant depuis le temps que je le tease. On reste avec mon passe à toi, Chloé. Une grosse news cette semaine. Et oui, Pokémon Direct a fait des heureux cette semaine parce que on a eu un petit teasing d'un nouveau jeu Pokémon qui devrait sortir, ou en tout cas de 2 nouveaux jeux, j'ai envie de dire, Pokémon Épée, Pokémon Bouclier, qui devrait sortir pour la fin de l'année. Donc ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'on se retrouvera dans la région de Galar avec une inspiration de l'Angleterre, avec une certaine industrialisation. Nous avons les 3 starters qui sont sortis au grand bonheur également des joueurs. Donc de leur nom français, Wistampo, Flambino et l'Arméléon. Leur nom anglais, Grookey, Scorbunny et Sabo. Concernant les détails du jeu, on a encore peu d'informations. Il semblerait que le système de capture revienne à l'ancien système. Donc, ce sera pas Let's Go, ouais. Voilà, ce sera pas Pokémon Let's Go, Eevee and Pikachu. On aura le système d'arène qui sera de retour également. Et en plus de ça, on aura les Pokémon des 8 générations qui seront présents. La suite au prochain épisode de Pokémon Direct, nous verrons bien. À l'E3 peut-être, on ne sait pas. Beaucoup d'attentes autour de Pokémon autour du plateau ou pas, Clément? Je suis très nul à ça. J'en ai acheté, mais j'ai jamais pu m'y mettre à fond. Le seul auquel je joue régulièrement, c'est Pokémon Go. C'est honteux. Très donc plutôt client de la formule Let's Go peut-être, qui est plus spontanée, plus accueillante. Et toi, Marcy? Non, grosse attente aussi. Alors Let's Go, c'est plutôt ma fille qui y joue, mais du coup, j'aurai ma propre version qui va sortir cette année, même si c'était pas mon j'attendais Animal Crossing, mais il n'y a pas eu d'annonce. Je suis surexcité, moi. Je tiens pas en place en fait. Là, j'ai tellement hâte d'y être dans 4 ou 5 mois là, pour en savoir plus. Il y a tout le monde sur le chat qui dit je veux le Fuken Rabbit, parce qu'ils parlent tous avec l'accent écossais, c'est super drôle. Et là, Débauche qui nous dit les starters d'eau tristes, superbe esthétique. Je suis d'accord. Mais oui, les starters d'eau, c'est les meilleurs de toute façon. Oui, L'Arméléon, forever. Kai Minus, toujours dans mon cœur. Voilà. On continue avec toi, Chloé. Del Toro et J.J. Abrams qui collaborent sur un nouveau film. Ça ferait 6 ans, selon leur dire sur Twitter, qu'ils sont en train de travailler sur le projet et ça avait réussi à ne pas fuiter. Ils sont assez contents de cela. Nouveau film d'animation qui s'appellerait Zanbaro, qui traiterait. On est sûr que c'est l'animation? Il me semble que c'est un doute. Bon, enfin, voilà. C'est en tout cas, d'après les quelques éléments qu'on peut avoir, ce serait centré sur une petite fille qui maîtriserait les arts martiaux et qui serait particulièrement compétente à ce sujet. On en sait encore très peu, à voir ce qui va se dire dans les jours à venir, mais on est vraiment très content de voir ces 2 réalisateurs s'allier pour un projet qui promet d'avoir une envergure assez intéressante. Abrams, effectivement, maintenant les grosses productions, ça le connaît. Après, effectivement, si c'est de l'animation, peut-être, vu qu'il bosse déjà sur Pinocchio en stop motion, peut-être qu'il se fait la main, effectivement. Là-dessus, toi, pas mal d'attentes, j'imagine, Cédric, de voir Del Toro et... Del Toro. Enfin, Abrams, un peu moins, mais j'apprécie certains trucs. Mais... Dans lequel des 2 va bouffer l'autre, en fait? Del Toro, tu peux pas le bouffer. Si tu le bouffes, il se barre. Donc, si ça se fait, c'est que pour l'instant, il a une grande créativité. Enfin, en tout cas, il est pas censuré, je pense. Très bien. Bon, effectivement, on suivra ça d'assez près. Ma foi, si on peut avoir le vrai successeur de Blade 2, ça serait pas mal. Je savais que tu voulais la placer. Je voulais la placer. Ah non, mais Blade 2, film de l'amour. On reste avec toi, Cédric. Du coup, tu vas nous parler des Enfants de la Mer, adapté au cinéma par le studio 4C. Oui, alors les Enfants de la Mer, c'est un manga. J'ai oublié le nom du mangaka, bien sûr, parce que je n'ai pas de notes comme je te le donne tout de suite. Amis, mais en tout cas, il a été édité chez l'éditeur Sarbacane. Il est en arrêt de com maintenant chez nous en France. Et le studio 4C qu'on connaît pour plein de projets, mais récemment pour entre autres avoir fait le film de Moutafoukaz, a annoncé récemment qu'ils étaient sur une adaptation en film. On n'a aucune info pour l'instant. On ne sait pas qui est le réa, on ne sait pas même la date de sortie, mais en tout cas ça y est, ça a été annoncé. C'est assez intéressant parce que d'un côté c'est un projet qui me semble être assez proche de l'ADN de ce que 4C produit.
pour vraiment résumer l'histoire, c'est un garçon qui découvre 2 autres enfants qui auraient été élevés par des animaux marins, donc une espèce de Mowgli des mers. Et en fait, les 3 enfants, le trio, subit des espèces de phénomènes paranormaux. Il y a une météorite qui tombe pas loin d'où ils sont. Et je reste très évasif parce que de toute façon je ne l'ai pas lu et parce que de toute façon c'est plus intéressant d'avoir la surprise. Mais donc c'est assez proche de ce que 4C pourrait produire en général. Et en même temps c'est intéressant parce que c'est un manga qui est arrêté depuis 2009. Enfin, ça fait 10 ans que la série est finie et même s'il a reçu des prix, c'est marrant d'aller chercher un truc du fond du tiroir et pas une grosse actu qui pète tout en ce moment, quoi. Ce sera intéressant, effectivement, un vrai projet d'adaptation qui sort un peu du sol, ce sera intéressant à suivre. On rappelle quand même que Eurozoom a acquis les droits et qu'il sera diffusé en France, il sortira en France dans les salles le 10 juillet, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc peut-être une projection à Japan Expo ou à Annecy, on ne sait pas, hein. Ce sera intéressant à suivre. On reste avec toi, Cédric, pour peut-être le gros tunnel de ce bloc news de la semaine, c'est les Daruma qui ont lieu cette semaine. Ouais. Gros tunnel parce qu'il y en a eu beaucoup de remises de prix. Beaucoup de prix, on va essayer d'être bref. Déjà, faut savoir que ceux qui ont pu se remporter de prix, on a bien sûr Ki-hoon qui a reçu pas mal de prix, entre autres pour son édition de. On en a parlé en plateau. Tu vas pas m'aider. Le Lovecraft, Montagnes hallucinées. Les Montagnes hallucinées, ouais. Ils ont reçu aussi des prix pour. Là, j'ai trop de mémoire. Mais la prochaine fois, je ferai une petite list name. Là, j'étais. Silent Voice a gagné aussi beaucoup de prix. Il a gagné le Daruma d'or du meilleur animé, le Daruma d'or de la meilleure sortie ciné de mémoire. Enfin bref, je preuve que je suis une brêle à tous les niveaux. Moi j'étais quand même assez sceptique sur ces prix, plus que ce qui a gagné ou pas, parce qu'il y a des prix, par exemple dans le cas du meilleur animé, Silent Voice c'est un film d'animation. Alors est-ce qu'on devait le mettre dans la catégorie animé parce que c'était quasiment tous que des séries sauf 1 ou 2 films, et parce que Silent Voice en termes de pur produit est bien meilleur que la plupart des autres produits choisis. Donc de mettre sur un pied d'égalité le cinéma et les séries, est-ce qu'il n'y a pas je sais pas, parce que tu vois, quand t'as un truc un peu triple A et 3 autres trucs un peu plus mineurs, c'est problématique selon moi, mais bon, c'était une. Oui, non, mais je sais pas, je sondage. Je sais pas, les prix, vous avez pu réagir. Tu y étais, toi, Marcy, je crois, à la cérémonie. Non, c'est pas moi qui ai représenté Mangacast à la cérémonie, c'est Kobito, mais par contre, moi, il y a une de mes séries préférées de l'an dernier qui est passée, donc j'étais contente. Je savais, personne ne connaît, puisque tout le monde sait. C'est Be the Beginning, qui m'avait beaucoup hypé à l'époque, et j'avais dit, mais c'est une série géniale et tout. Moi, je l'avais vu, j'avais dit, mais c'est nul et yesh. Exactement, et puis tout le monde était là, ouais, bon, bof. Et moi, je dis, d'accord, c'est moi qui aimais, je suis la seule. Et puis, il a pris un Daruma de la meilleure série originale de Netflix. Ouais. Meilleure série originale. Originale, oui, du coup. Après, c'est vrai que les séries animées 100% originales aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup. Darling in the Franxx, pour moi, méritait bien mieux. Megalobox méritait bien mieux. Mais bon, ou même la saison 3 de Free. Voilà. Qui méritait. Pour moi, le prix le plus random, ça reste quand même meilleur animé comique, Food Wars saison 3. Il y avait Gintama dans le lot, je dis juste ça. Et le shonen, le meilleur shonen était. Le meilleur shonen, c'est Im, le manga de chez Ki-hoon. C'est ça. Je sais pas non plus pourquoi celui-là plus qu'un autre. Voilà, quand on pense best shonen, c'est pas le titre. Kaze a reçu aussi beaucoup de titres, bien sûr, pour Promised Neverland, qui est Promised Neverland, voilà, c'était le titre. Pas mal cartonné. Et puis même le Daruma d'or manga attribué à l'Atelier des Sorciers, quand même. Ouais, ça aussi, ça me semblait. Ça me semblait normal. Ça me semblait normal et évident, quoi. C'était ou lui ou Promised, donc. Un manga qu'on suit depuis le début et qu'on aime beaucoup ici, donc voilà, j'en profite pour faire un petit cœur pour l'Atelier des Sorciers. C'est un Daruma, mérité. Les amis, on finit cette case news avec les trailers de la semaine. Il y en a pas mal, il y a eu beaucoup de trailers, donc on va aller assez vite. Hellboy, X-Men Dark Phoenix, Pikachu, Détective Pikachu et le remake de Mewtwo. Est-ce qu'on se lance sur Hellboy ? Leur accent british, juste ça. Rien que ça va me donner très très envie de le voir. C'est juste jouissif à l'oreille. Moi, le make-up raté, ça me donne pas envie de le voir encore plus, tu vois, j'en attendais déjà rien. Tu fermes les yeux, tu ouvres grand tes oreilles. Souvent j'écoute de la radio, tu vois, je vais au cinéma pour voir un truc foiré. Les rondelles de chorizo sur le front, ça te parle pas, non? Non. Non, c'est vrai qu'il y a un vrai problème de maquillage dans ce film. Enfin, pas que lui, il y a un tweet qui est passé tout à l'heure de quelqu'un qui montrait des images de le X-Men des années 2000, voilà, les X-Men des années 2000 et le Hellboy des années 2000 face aux lumières, pour montrer les différences de make-up et mystique dans les X-Men, ça fait mal quand même. Et peut-être un petit mot sur X-Men Dark Phoenix du coup, vu que j'ai hâte de pouvoir le critiquer sûr. Il sort en été, hein, donc on va peut-être pas pouvoir le faire. Non, mais je t'enverrai une critique en MP si tu veux. Très bien, un hors-série X-Men au mois de juillet, on pourra te faire plaisir. Très bien, les amis, leur tourne, donc on va peut-être pas se pencher sur Détective Pikachu à moins que vous ayez un mot à dire.
je suis moins convaincu. Le premier trailer m'a méga hypé, celui-là. Rien de transcendant, j'ai trouvé. J'ai hâte. La fête à Ryan Gosling. Voilà. C'est le seul point noir du film pour moi, mais sinon le reste c'est la faute à Mewtwo, qui a encore du fan service de bas étage pour faire venir les gens. Ça marche. Pas sur moi. Alors, pour refermer ce point news, je crois que tu avais un hommage à rendre, Cédric. Oui, j'ai vu sur le chat que plusieurs en parlaient. Matt Kondo est mort hier soir, donc la voix d'Eddie Murphy, la voix officielle française d'Eddie Murphy, la voix officielle d'Eddie Murphy qui fait l'âne de Shrek et pas la voix de l'âne de Shrek, parce que les gens m'énervent quand ils font ça. Non, Matt Kondo, c'était en plus un réalisateur activiste qui parlait de beaucoup de sujets, dont sur l'esclavage et tout ça. Et qui a une belle carrière parce qu'il est mort, il a 81 ans de mémoire, il est mort. Bon, c'est vrai qu'il a bien vécu, mais c'est quand même une tristesse parce qu'il y a encore un pan de la voxographie française qui s'échappe un petit peu à nous. Quoi. Donc voilà, tout le respect à la famille et ça, et moi je suis méga triste. Donc, Beaucoup de respect aussi pour Marc Hollis, qui est chanteur du groupe Talk Talk et qui ont dédié cette pause musicale, qui nous a quitté cette semaine à l'âge de 64 ans. On s'écoute du coup le morceau Talk Talk du groupe Talk Talk sur l'album Talk Talk. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD de Pixel. Cette semaine c'est Chloé qui... Ah non, tu commençais à te dandiner sur la musique. Mais oui, mais c'est devenu l'habitude. C'est super important. Toujours, il faut toujours quelqu'un toutes les semaines qui fasse ça. Au moins une personne. Il n'y a pas de souci, je m'en occupe. Ce serait intraitable. Toujours au top. Merci. Mais oui, toujours. Toujours au top, Clément. Très bien. Tout le monde est prêt ? C'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde. Alors Chloé, cette semaine on va parler de Ralph 2.0. C'est cela. Est-ce que c'est cool ? Bah, franchement, moi j'ai grandement apprécié. Donc, de son titre original, Ralph Breaks the Internet. Casse l'internet. Exactement, il casse l'internet, il va le détruire. Le film a été réalisé par Rich Moore et Phil Johnston. Donc, ce nouveau Disney est arrivé dans nos salles il y a peu, avec un peu de retard par rapport à la plupart des autres pays, parce que les premières bandes annonces sont sorties début de l'année dernière, j'ai envie de dire. Il est sorti cet hiver, genre. Voilà, 2018, mais ça faisait très longtemps qu'on avait des images de ce Ralph 2.0. Et donc, c'est l'histoire. Donc, on reprend Ralph le casseur et sa copine Vanellope pilote. Ils sont de retour dans leur salle d'arcade, mais la grande différence, c'est que l'installation du Wi-Fi a été effectuée par le propriétaire de la salle d'arcade. En parallèle, Vanellope s'ennuie dans son jeu Sugar Crush. Elle connaît toutes les pistes par cœur, son destin est déjà préécrit, prédéfini, elle en a assez. Lorsque des jeunes clients de la salle d'arcade essaient de contrôler la jeune pilote Vanellope, mais qu'ils n'y arrivent pas, ils finissent par casser le volant de la machine d'arcade. Ce qui fait que, étant donné que la machine d'arcade est très très vieille, le propriétaire de la salle d'arcade pense se débarrasser du jeu, tout simplement. Donc Ralph et Vanellope se décident de partir sur internet pour acheter un nouveau volant de course afin de sauver le jeu et la plateforme d'arcade. Donc on quitte la salle d'arcade pour partir sur le vaste univers du net, totalement nouveau pour les protagonistes des jeux des années 80, justement, qui faisaient l'objet du premier film. Comment est-ce que Disney arrive à concilier ce nouveau setting, justement, plus technologique avec la magie qui caractérise ? Alors déjà, il y a l'utilisation de la CGI, j'ai envie de dire, qui est vraiment pertinente pour ce genre de film d'animation, vu qu'on est sur quelque chose de très cartoon, toujours parce que c'est Disney, mais aussi virtuel. Donc avoir des personnages que l'on voit en motion, c'est quand même beaucoup plus intéressant que des personnages dessinés. On avait déjà eu ça dans tous les derniers Disney, j'ai envie de dire, mais c'était peut-être un choix artistique moins pertinent, c'était peut-être plus une utilisation de la technologie, alors que là, c'est vraiment parfait pour la thématique que ça veut traiter. La conciliation entre Disney et la modernité est à mon goût bien faite, parce qu'on a quand même toujours les mièvreries classiques de Disney qui plaisent tant à certaines personnes comme moi. On a des princesses Disney qui seront présentes et qui auront un rôle à jouer dans l'histoire. On aura toujours des thématiques comme l'amour, l'amitié et la réalisation de soi, donc on reste vraiment très très cliché Disney. Mais on a une composante actuelle qui est très très forte. On a les attraits et les dangers du net. Donc on a la publicité, on a les pop-up, on a également les spams, faire le buzz, devenir viral, énormément de thématiques qui touchent énormément les jeunes de nos jours. On passe un petit peu derrière le mur et on finit par explorer le dark web même. On parle aussi beaucoup de casser les codes. Vanellope, petite fille qui joue dans un jeu tout rose, se révélera peut-être être moins rose que ce que... Un peu plus badass. Un peu plus badass. Donc ça montre qu'on n'a pas à rester dans des carcans qui sont prédéfinis, donc la modernité qui est au rendez-vous. Il y a énormément de remise en question de soi et vraiment ses envies en fonction de la société et comment la société nous voit. Puis il y a un petit clin d'œil à Marvel aussi que j'ai grandement apprécié avec la scène post-générique. Donc on voit un peu l'alliance Disney-Marvel qui se concrétise
qui se concrétise à travers ce film. Après, il y a quand même beaucoup de fanservice qui a été fait. On a énormément de clins d'œil, il y a beaucoup de personnages de toutes les franchises Disney qu'on a pu voir. On a du Star Wars, on a du Marvel, on a les princesses, on a du Zootopie. Donc pour moi, ça a été fait avec relativement beaucoup de modération, c'est-à-dire qu'on les voit, ça fait des clins d'œil, on sait que c'est un Disney, c'est appréciable, mais c'est pas nécessairement utilisé à outrance. C'est pas non plus un dégueulis juste de oh mon Dieu, on a un nain et puis on a un Peter Pan juste pour les faire voir. Ils apparaissent, mais ils n'ont pas de rôle principal à l'intrigue, ce que moi je trouve intéressant. Donc pour moi, ça a été une très très bonne prise de conscience en fait, ce film sur des thématiques actuelles pour les petits comme pour les grands. Et donc on part, selon toi, sur une nouvelle réussite des studios Disney. Je m'accorderais quand même à dire que les thématiques sont justes, que ça a bien été traité, que l'évolution des personnages est belle et part pas nécessairement dans le cliché, parce qu'au fur et à mesure de l'histoire, on se rend compte que l'intrigue qu'on pensait être l'intrigue principale ouvre énormément de nouvelles portes. Donc c'est pas la fin qu'on s'attendait à voir nécessairement. À la moitié du film, on se dit mais il reste encore une moitié de film, mais c'est pas terminé, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc franchement, il casse pas non plus 3 pattes à un canard, dans le sens où ça va pas être le Disney révolutionnaire qui va marquer la carrière en tant que oh mon Dieu, Ralph 2.0, c'est la folie du 21e siècle. Mais ça reste un très très bon moment à passer et j'ai vraiment grandement apprécié. Alors on a Benjamin sur le chat qui, mauvaise langue décidément, analyse sponsorisée par Tencent, Samsung, Burger King, Conforama et Conforama Arena. Bon bah Benjamin, je pense que on voit à peu près ce qu'il a pensé du film. Qui l'a vu autour du plateau? Moi. Alors je suis d'accord sur le fait que l'amitié Ralph-Penelope marche toujours bien, mais moi j'avais beaucoup aimé le premier et je trouve que celui-là il est assez raté en termes d'écriture, il ne me raconte rien en fait. Elle le dit elle-même, tu l'as dit à un moment, c'est très juste, l'intrigue principale devient secondaire et en fait on s'intéresse plutôt à d'autres trucs qui pour moi sont pas très intéressants, en fait. Et surtout Penelope, en fait je comprends pas ce concept d'en faire une espèce de personnage, une espèce de fille indépendante, alors qu'elle l'était déjà dans le premier. En fait elle avait déjà ce concept là, et là il y a un truc de potard à mettre à fond, et le fanservice il est pas à outrance, tu as raison, mais il sert pas grandement, je trouve, non plus. Il m'a pas spécialement fait rire non plus. Bref, je trouve très oubliable celui-là, alors que le premier pour moi était un gros coup qu'avait lancé Disney. Après, j'ai envie de dire que ce qui est intéressant dans le fait de mettre Vanellope comme protagoniste de l'histoire et comme justement petite fille qui devient indépendante, c'est que Ralph 2.0 il se regarde totalement indépendamment du 1. J'ai pas vu le premier et j'ai très très bien compris. On n'a pas besoin de voir le premier opus pour comprendre le second. Et ça c'est très très appréciable, parce que je pense que ça se complète. On a des personnages, en tout cas surtout au début, les personnages de la salle d'arcade, personne qui n'a pas vu le premier ne les connaîtra pas, mais c'est pas important de ne pas les connaître parce qu'ils n'ont pas d'importance véritable dans l'intrigue. Non, moi je l'ai pas encore vu. Ah, tu l'as pas vu? Mais ça m'a donné envie, vraiment, les thématiques. C'est le but, ça fait plaisir. Du coup, voilà, est-ce que ça vous donne envie de le voir un petit peu, ou vous réservez vos billes pour un certain film de Japanime dont on va parler dans pas très longtemps? Je te laisse répondre, je risque d'être désagréable. Vu que j'irai pas voir le dossier, on va parler de celui-là. Non, c'est sûr qu'ils ont mis l'accent sur, par exemple, alors moi je pensais à Player One, parce que voilà, c'est l'effet. Regardez, on est sur internet, on va vous mettre tout ce que vous aimez, tout un peu les animés, les personnages. Donc du coup, les princesses Disney que j'apprécie. Voilà, les voir dans un autre jour, en plus dans le trailer ils ont vraiment mis l'accent sur les princesses Disney, je trouve. Ça attire un petit peu, mais je pense pas le voir au cinéma. Ok, après, très bien. Un dernier élément aussi qui est très intéressant, voilà, le mot de la fin, c'est l'autocritique qui a été faite par Disney à l'intérieur de ce film. Il joue comme, je vois que moi je suis pas d'accord, je trouve que c'est l'autocritique facile, c'est-à-dire que c'est l'autocritique que Disney fait parce qu'ils savent que c'est ce que le public attend d'eux de nouveau et de nos jours. En fait, il n'y a pas de vraie autocritique, ils vont juste dans le sens du vent. Disney est très fort pour ça et j'ai aucun problème avec, mais ils vont dans le sens du vent, c'est pas une vraie autocritique pour moi. Ils quittent un peu leur image d'un but d'eux-mêmes qui est assez intéressant. Puis il y a aussi vraiment toutes les réactions des personnages dans la vraie vie par rapport à ce qui se passe sur le net qui est très très bien fait. Donc dès qu'il y a une coupure, on voit une coupure d'internet, on voit que le personnage qui est derrière son écran réagit et n'est pas content, et c'est quand même assez sympa de quitter le dessin animé pour revenir dans la réalité par moment. Donc effectivement un film plutôt intéressant si on a envie un petit peu de méta en ce moment. Plutôt pas mal dans un univers autrement plus premier degré, on va dire, et encore que c'est pas forcément sûr. On va peut-être amorcer le virage vers Dragon Ball. Toi Cédric, qu'on a vu ensemble d'ailleurs. On l'a vu main dans la main. Avec main dans la main, je ne sais pas. PJ, en plus.
Alors du coup, Dragon Ball Super Broly, de quoi ça parle? Alors, de quoi ça parle? Je vais pas déjà vous faire le résumé de Dragon Ball Super parce que je ne l'ai pas vu, que ça m'a l'air trop long et que je pense que ce n'est plus vraiment axé pour moi exactement en tant que fan de Dragon Ball. Mais les événements du film se passent quelques temps après les événements de Dragon Ball Super. Goku et Vegeta s'entraînent dans la mesure de pouvoir affronter de nouveaux et nombreux adversaires, parce qu'ils ont découvert maintenant qu'il y avait de nouveaux et nombreux adversaires très forts dans d'autres dimensions. Donc le Dragon Ball Universe n'en finit jamais. Mais c'est dans ce climat de relative paix que débarque le vaisseau d'un vieil ennemi bien connu des fans. Chut, spoiler. Celui-ci ramène à bord un Saiyan du nom de Broly ainsi que son père Paragus. Ce dernier semble porter une haine sans borne à Vegeta et envoie son fils régler ses comptes. Goku et Vegeta n'ont alors d'autre choix que de devoir affronter Broly, mais ce dernier semble posséder une puissance cachée qui pourrait faire de lui l'ultime Saiyan. Donc ce film est le 20e film de la saga Dragon Ball, le 3e film de l'arc Dragon Ball Super si on prend Battle of God et la résurrection de Frieza, et c'est un film de Tatsuya Nagamine. Donc il fait quand même pas mal parler depuis son annonce, il y a beaucoup de critiques qui sont déjà en ligne sur internet, que ce soit par le choix de l'antagoniste ou par le fait de situer l'histoire dans un univers controversé, celui de Dragon Ball Super, tu l'as rappelé. Qu'en est-il au final ? Alors déjà pour le choix du protagoniste, donc de l'antagoniste qui est Broly, on en avait parlé un peu en off toi et moi, mais le public choisi plus que les Japonais, c'est le public américain, parce que maintenant que les Américains ont découvert Dragon Ball il y a moins d'une dizaine d'années, ça cartonne. Dragon Ball Super, ça a cartonné aux States. Broly est un personnage extrêmement populaire aux States, donc le choix de Broly, ça semblait évident pour les Japonais, d'où le fait aussi de le mettre dans la continuité de Dragon Ball Super, parce que les enfants américains ont adoré Dragon Ball Super. En plus, le but du métrage, il a un but un peu pas trop avoué d'essayer de raccorder les wagons avec plein d'éléments que la saga avait balancés au fil des années qui étaient pas très canons. Par exemple, il y avait un épisode OAV où il y avait le frère de Vegeta qui apparaissait un peu comme ça. Bon bah là, au détour d'une phrase, hop, on te le rend canon, tu vois, genre mais j'avais pas un frère sur une planète, ah bah non, bah on s'en fout, hop, mais il est canon, il a été relié, et ça c'est bien. Toei est toujours très fier de pouvoir canoniser le plus de personnages possible pour faire plus de goodies. C'était en plus une production assez compliquée, elle prend pas trop de risques dans l'absolu, même si elle a demandé un peu de temps de production, et elle use pour moi des ficelles habituelles du fanservice. Par exemple, on a une scène de fusion qui est très longue et qui rappelle énormément ce qu'on voyait dans le manga, par exemple avec Trunks et Goten. Et il y a un certain sens de la dramaturgie, mais qui passe forcément par une trahison des anciens films Broly. Nagamine, il a choisi de réécrire complètement l'histoire de Broly, qui était avant une espèce de dieu berserker qui juste gueulait et n'avait pas vraiment de narration ou même de drama. Là, il y a quand même une énorme partie du film qui est basée sur son enfance et qui raconte comment il est devenu ce qu'il est. Alors, on peut parler effectivement de trahison, vu l'accueil un peu, disons, polarisé chez certains fans, pardon. Mais le film est donc à ce point détruit par une immense machine marketing qui ne tient aucunement compte de son public. Je cite ta phrase. Eh bien non, parce qu'il faut savoir que tu me demandes d'écrire les phrases, alors c'est un peu bizarre. Ce sont des termes extrêmement bien choisis. Donc, non, je suis pas complètement d'accord avec ça, parce que déjà le film possède pas mal d'humour, et une grande force de Dragon Ball, ça a toujours été seulement l'humour à la Toriyama, et là il y a un humour toriyamesque, si je puis dire, qui moi me fait toujours plaisir, et qui, je pense, Clément, je vois hocher un peu la tête, ça fait un peu plaisir. Ça fait plaisir, en même temps il y a des personnages, alors, oui, on va c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué, mais disons que voilà, vers Vegeta gueuler sur Goku, c'est toujours un peu sympathique quand on aime bien ce genre de fanservice très humour propre à Dragon Ball. En plus, je citerai Bruno de la Cruz, qui en a beaucoup parlé sur les internets, qui a fait un très bel article dessus, mais je suis assez d'accord avec lui. Le film se veut plus comme une espèce de film d'animateur, où tous les animateurs ont eu leur mot à dire, si je puis dire, dans certaines scènes clés. Et donc le film regorge de plein de types d'animations différentes. Alors il y a des trucs qui passent très bien, le début du combat avec Vegeta, l'arrivée de Goku qui fait des petits pas chassés et tout ça. Enfin, il y a des trucs, si on est un peu fan d'animation de Sakuga, c'est du bonbon pour les yeux, quoi. Visuellement, je suis très content. Il y a même des scènes, j'ai retrouvé l'esthétique des anciens de la vieille série de Dragon Ball Z, et il y a des scènes qui passent un peu moins bien, comme la 3D qui est digne de Dragon Ball Z Fighters et qui a l'air limite d'être des cinématiques reprises du jeu et recommises telles quelles. Donc là, c'est assez embêtant pour moi. Et donc ça amène forcément des incohérences visuelles, parce que chaque animateur a bossé en indépendant. Des fois ils se concordaient pas pour les scènes, donc il y a beaucoup de sous-traitance. Il y a beaucoup de sous-traitance, et donc on voit des fois des personnages qui n'ont pas exactement le même visuel, mais si vous regardez une série d'animation, dans certaines séries les personnages n'ont pas le même visuel. Là c'est choquant parce que c'est un film, mais je pense que ça marche à peu près si on part du principe que c'est un film d'animateur. Au final c'est une vision assez différente de ce que les anciens films pouvaient proposer. Il est plus axé sur les combats, il y a quand même 40 minutes de combat quasiment non-stop, 50 minutes de mise en place.
donc ça en fait d'ailleurs le film le plus long animé de Dragon Ball. Ça nous offre un film où il y a donc beaucoup d'animations axées sur les combats et ça essaye de rendre ça mémorable, et pour moi les combats sont assez mémorables, la plupart en tout cas. Il est moins déshonorant que ce que la série Dragon Ball Super pouvait apporter selon moi dans le peu que je voyais, le peu que j'ai vu en termes de combat, où je me disais oh mon dieu c'est très mal animé. Et il y a quelques scènes vraiment impressionnantes comme une vue en version subjective, donc c'est pas le film du siècle, mais je peux pas non plus cracher sur le film parce que je vois vraiment l'effort des animateurs d'avoir essayé de produire quelque chose qui pourrait plaire aux fans. Effectivement, c'est un peu le meilleur résumé qu'on peut en donner. C'est une déclaration d'amour d'une génération d'animateurs qui ont grandi avec Dragon Ball et qui clament au grand jour en travaillant sur Dragon Ball à quel point ils aiment Dragon Ball. Toi Clément, tu as un Animeland sur Dragon Ball qui va pas tarder à sortir. T'as pu voir le film, j'imagine? Oui, je l'ai vu déjà une fois. C'était une des nombreuses salles parce qu'il y avait pas mal d'avant-premières. Et pareil, c'est une vraie claque d'animateurs. Il y a des choses que je valide totalement. Le fait de raccrocher, de rendre canon des personnages. Et d'autres, au niveau de l'humour, que je valide pour certains personnages et d'autres, l'histoire des 5 cm. C'est devenu une blague presque. Spoiler. Voilà, c'est compliqué. Il y a des personnages, ça les détruit un petit peu, quoi. Donc, surtout oui, mais je pense surtout à l'humour mis sur Goku et Vegeta en fait entre eux, mais je trouve qu'il marche très bien. Mais ça, c'est compliqué. Marcy, tu as pu voir Broly, toi? Non, justement, tu comptes pas aller le voir. Non. Mais c'est intéressant justement. Pourquoi cette réticence? Traumatisé par le premier film de Broly, c'est le personnage que je déteste le plus dans toute la saga. Alors, ils ont essayé de me hyper tout à l'heure en me disant non, mais ils ont réécrit un peu l'histoire justement pour améliorer. Alors bon, peut-être que je ferais effectivement l'effort, mais s'il y avait bien un personnage que je ne voulais absolument pas revoir, c'était celui-là. C'est sûr que c'est pas du tout la même utilisation du personnage qu'à l'époque. Il y a de grandes chances que mes frères aient vu ce film des dizaines et centaines de fois, ce qui fait que ça m'a un petit peu calmé sur le personnage. Faut pas bouder. On a deux versions. Voilà, on a l'ancienne version des années 90, on la garde, et la nouvelle version, faut composer avec, et voilà. C'est comme voir un film de Spider-Man, tu vois, c'est une réécriture du personnage complète. Donc si t'as pas aimé, je sais pas, Spider-Man de Sam Raimi, peut-être que t'aimeras Spider-Verse, tu vois. C'est vraiment pas la même chose. Grégoire, je lui donnerais peut-être. J'ai qu'une hâte, je le vois en salle parce qu'il y a Goku, Vegeta, Broly et Bardock aussi qui apparaît. Et c'est mon quatuor de Dragon Ball Z. Ça fait longtemps que j'attends un film comme ça. Et en plus, on voit que en fait, j'ai pas l'impression que on voit beaucoup l'univers global avec tous les autres personnages secondaires. Il y a une grosse galaxie de personnages. En fait, ça démarre en mode Man of Steel, avec le Man of Steel que Zack Snyder n'a pas su faire, enfin c'est mon avis, mais après justement ça s'actualise avec tout un timelapse avec tous les personnages. Enfin t'as vraiment une vraie réintroduction de la saga, et c'est peut-être pour ça aussi que c'est un film qui est assez intéressant. Tu le disais, il raccroche les wagons, mais c'est peut-être une bonne introduction à Dragon Ball aussi si tu connais pas Dragon Ball. Je vois justement la débauche, je demandais si on n'est pas fan du tout, est-ce qu'on peut aller le voir. Je pense que oui, il y a des trucs que tu capteras pas automatiquement parce que les liens entre certains personnages ils sont trop compliqués pour être résumés, mais globalement tu as le début de Son Goku, tu comprends pourquoi il arrive sur Terre, et t'as une espèce de petit montage qui te montre ce qu'il est devenu. Donc si tu connais pas du tout, je pense que tu peux y aller, c'est pas trop problématique. Les 40 minutes de baston non-stop, si tu n'es pas drogué à Dragon Ball, ça risque d'être. Mais t'as quand même 45 minutes d'exposition, c'est-à-dire que tu vois, je peux pas non plus dire ils ont pas balancé le truc mode allez hop, démerdez-vous les fans, ils essaient vraiment de te réexpliquer tout, je pense, pour essayer d'avoir un nouveau public aussi d'ailleurs, effectivement. Oui, effectivement, et puis aussi peut-être aussi essayer de convertir le public à d'autres très visuel, c'est-à-dire commencer avec un effet très cellulo, très vieille animation, et partir ensuite sur effectivement des visuels plutôt proches de Fighters qui te déplaisent un peu, mais qui peuvent tout à fait plaire à d'autres publics aussi, hein. Donc c'est vraiment une histoire de Dragon Ball par l'animation, et pour le coup voilà, il y a une portée un peu expérimentale, il y a à boire et à manger, on passe un bon moment, mais effectivement c'était mon avis sur le film. Bon moment, vraiment bon moment, et puis profitez-en pour aller le voir au cinéma, parce que honnêtement c'est un vrai spectacle. Les gens qui se l'ont gâché un petit peu de manière prématurée, c'est dommage, il faut vraiment le voir ça au cinéma, il faut encourager. Mais ils ont la passion, tu comprends pas, alors ils ont le droit. Et le Blu-ray sera chez Wildside, si je dis pas de bêtises, cet été ou cet automne. C'est tout pour les critiques cette semaine. Merci Cédric, merci Chloé, et on se retrouve juste après la pause musicale. Ma foi, Rayars, hein, et après on va parler Clamp. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de Pixel avec Cédric, cette fois-ci, qui se. Et Chloé. Très bien, vous êtes raccord, c'est parfait. On est en duet. Extraordinaire. Les deux critiques de la semaine, et Grégoire qui boit son petit verre d'eau. Oui, je devrais là, même quand je ferai une critique, Non. Jamais. Peut-être un jour. Une petite danse Fortnite, jamais, non. Voilà, parfait. Tu sais que c'est filmé, c'est bon, là, on va faire un gif avec ça. Hein. On peut couper, on pourra couper. Non, jamais, personne ne coupe ici. Ce qui est capturé reste dans la caméra.
et dans l'imaginaire de nos spectateurs qui nous regardent, à n'en pas douter. On salue d'ailleurs Mehdi, notre invité de la semaine dernière, qui nous fait coucou sur le chat, Skippy qui nous rejoint, et puis The Maniac qui nous suit depuis le début de l'émission, et Kiné Deloutre, super pseudo. C'est une première et qu'on salue. Voilà, qui saluait, je crois, l'OST pour le film de Ralph. Voilà, donc typiquement, j'espère que vous avez apprécié cette pause musicale parce qu'on va parler de Clamp, les 30 ans du collectif. C'est parti pour le grand débat de la semaine. $50 que j'ai raison. Je tiens le pari. On se sent visé. Je monte à $100. Alors Clamp, les 30 ans, collectif d'autrices. Déjà, commençons par rappeler qui elles sont. D'où ça vient, Clamp ? C'est né dans les années 80, c'est un groupe d'autrices qui bossent ensemble dans un groupe de dessin, c'est ça, dans des cours de dessin. C'est ça, exactement. Ils faisaient du doujin ensemble. Les Nase Okawa et Tamayo Akiyama se connaissaient, je crois. Oui, encore avant. Du temps du jardin d'enfants. Je crois, oui, j'étais au collège moi déjà. Mais... Elles sont toutes de la région d'Osaka à Kyoto. Elles sont toutes du Kansai assez profond. Et c'est des amis qui se sont rencontrés fin du lycée pour certaines. Et en tout cas, elles ont fait leur groupe au début de la fac. Quand elles se sont rencontrées, parce qu'à la fac, il y a quand même comme au lycée, il y a des clubs. Donc Genshiken, pour ceux qui connaissent, c'est un club de fac. Non, mais c'est important de rappeler. Donc elles faisaient beaucoup de doujin. Elles étaient 12 au début. 12, oui, une bonne douzaine. Une bonne douzaine, oui. Bon, après, on suppose qu'il y en a qui sont arrivés par-ci. Autour de 7, et après, ça c'est. Après, c'est délité au tout début de leur carrière professionnelle. Donc, effectivement, elles ont commencé à être une dizaine, puis 7 dans leur première œuvre, Rig Veda. Et ensuite devenir 4 avec Tokyo Babylon, etc. Donc c'est un collectif d'autrices à qui on doit tout un répertoire d'œuvres qu'on a sur le plateau, Sakura, Olic, également Tsubasa, que tu as devant toi, Cédric. Et enfin voilà, donc elles ont toujours été dans le paysage de la culture otaku, et aujourd'hui on comptait évidemment rappeler de quoi c'est fait et quelle est leur œuvre et sur quoi ça se base. D'ailleurs leur style, parlons-en, c'est un style qui est reconnaissable. Mais sur quoi ça se fonde, ce style ? C'est une synthèse de pas mal d'esthétiques. Je crois, Chloé, que tu avais pas mal potassé ça. Au niveau de l'esthétique, il y a une grande inspiration vis-à-vis de tout ce qui concerne l'art nouveau et Mucha en particulier, donc l'artiste art nouveau tchèque. Ça se voit énormément dans la façon dont elle traite les saisons et les fleurs à travers leurs différentes œuvres, l'omniprésence de ces différents éléments, le fait d'utiliser toujours des lignes très très rondes, très très peu de traits droits. Et il y a aussi toute une présence d'allégorie qui a été énormément traitée par Clamp et qui rappelle les allégories de Mucha et de l'art nouveau. Après, on part aussi un petit peu comme référence. On a également H.R. Siger, qui lui était plutôt connu pour ses adaptations et ses illustrations de femmes hypersexualisées et mécanisées. Donc tout ce qui est intégration de machines dans les œuvres de Clamp, surtout pour les personnages féminins, je pense notamment à Chobits. Et puis Trèfle aussi, effectivement. Trèfle. Donc une autre influence occidentale qu'elles ont énormément utilisée. Donc pas mal d'influences occidentales, mais aussi un peu, c'est quand même un trait qui est assez japonais, assez caractéristique. Après, oui et non, parce que c'est un peu compliqué. Les Clamp, on verra que suivant leurs œuvres, elles n'ont pas toujours le même style, voire même des styles excessivement différents. Alors ça s'explique pas seulement parce qu'elles sont 4, mais aussi parce que c'est effectivement pas toujours la même qui dessine de façon principale. On le voit, on a cité Clover ou J'aime celui que j'aime, qui ont été faits par une personne, qui ont un chara design vraiment très différent. Après, c'est vrai que leur trait qu'elles ont hérité depuis RG Veda est resté un petit peu, on le voit alors plus avec Tsubasa là qu'on a sur la table, qui est vraiment le digne héritier 20 ans plus tard de RG Veda. Mais vraiment, on a des styles complètement, quand on regarde par exemple le K14 Sakura ou Wish, c'est complètement différent. Avec on est sur des styles. Parce que d'habitude, la dessinatrice principale, c'est Mokona Papa. Mokona, ouais. Et il y a Tsubaki. Nekoi. Donc t'as les vieux pseudos en plus. C'est ça. D'ailleurs, on dit plus que Mokona, mais plus Mokona Papa. Voilà. Elles ont changé elles ont arrangé leur nom. Et donc 30 ans, c'est en effet celle qui s'occupe des SD habituellement, qui s'occupe du dessin, sur Wish notamment. Donc effectivement, elles se répartissent le travail, c'est-à-dire qu'on a... C'est-à-dire que tu le disais, elles étaient 7 au début, en tout cas quand elles ont commencé dans le milieu professionnel, et à un moment, très vite, il y en a 3 qui sont partis pour des raisons diverses et variées. Elles sont à peu près toutes en bon terme, mais elles sont devenues illustratrices indépendantes, ça, parce qu'au final, le quatuor marchait très bien, parce qu'au final, leur rôle, t'as Ogawa qui est la leader du groupe, la leader, qui s'occupe des scénarios, qui est la scénariste en chef. Alors bien sûr, toutes les autres proposent des idées. Quand je donne un titre dans leur poste, et elles le font pas
uniquement, c'est juste c'est elle qui est en charge de ça et les autres bien sûr amènent leurs choses. Donc elle est au scénario, Mokona est la dessinatrice principale, Nekoi c'est la dessinatrice secondaire sur d'autres séries et la dessinatrice des SD, et elle aide bien sûr plein de personnages. Par exemple sur Crossholic, il me semble que Yuko est dessiné par Mokona mais que Watanuki est dessiné par Nekoi de mémoire. Et tu as Igarashi qui est la préposée au tram, aux arrière-plans, au décor aussi, et au visage des covers. Et qui est aussi éditorialiste au sein de New Type, ce qui est aussi intéressant. Voilà, ce qui est aussi intéressant parce que du coup on voit vraiment que chaque personne a une spécialisation dans le cycle de production donc en fait c'est une logique de studio, on peut le dire, on peut dire ça comme ça. Mais c'est le studio Clamp. C'est leur nom, on connaît ce nom Studio Clamp. D'ailleurs Ogawa qui est la leader, c'est elle qui deal avec les éditeurs japonais et même un international pour sa licence. Elle n'a pas un Tantosha qui vient Tantosha juste. C'est l'éditeur en fait d'une maison d'édition. En général, elle attribue une personne physique pour s'occuper d'un auteur. D'accord. Donc dans Bakuman par exemple, ils en parlent souvent qu'il y a les deux héros, ils ont un mec qui vient leur dire ça faut changer, ça faut faire ça. Là, elles en ont, mais ils ne gèrent pas forcément ça. Elles sont quand même assez. Il est plus là, on va dire, pour prendre les planches, les rapporter. Il a plus un boulot administratif que créatif. C'est plus elle en interne qui gère tout ça. Grégoire. Et après, en termes d'œuvre aussi, de production artistique, ça se traduit surtout par les registres qu'elles ont mélangés en fait dès le début, dans un esprit un peu hors antenne, tu m'avais dit baroque, mais c'est exactement le mot parce que on peut se dire ça part dans... Moi j'ai découvert Clamp cette semaine et honnêtement ça part dans tous les sens quoi. On se retrouve avec du heroic fantasy, de SF, des isekai, enfin il y a plein d'éléments de registres différents. Tu as dit le mot magique, attention. Puis, en gros tu prends le milkshake et hop, et je pense que c'est aussi le fait d'avoir une équipe aussi diverse. C'est pour ça que par exemple dans Holic, ça se voit très bien via donc Holic, c'est l'histoire d'un jeune homme qui en fait a le don de voir les morts si j'ai pas de bêtises et qui veut se débarrasser de ce don, et il fait la rencontre d'une vieille femme, une sorcière qui s'appelle Yuko, qui tient une boutique qui apparaît aux gens dans le besoin, et en fait elle lui promet de le débarrasser de ce don, en échange de quoi il doit lui obéir, enfin faire les tâches ménagères, faire les tâches ménagères jusqu'à ce qu'il se soit acquitté de sa dette. Et en fait tout au long du manga, il va rencontrer plein de clients, dont certains sont des clients spéciaux particuliers avec des dons comme lui dont ils veulent se débarrasser, et d'autres sont des clients lambda, et chaque client en fait représente un truc. Il y a des vieilles femmes, une vieille femme agressive, des jumelles, enfin je veux dire, et chaque personnage évoque un peu ce mélange de registres, et c'est un bon condensé. Holic, honnêtement, c'est un bon condensé qui permet d'avoir un aperçu de cette esthétique un peu baroque des œuvres. Et puis ce qui est intéressant, c'est que Holic aussi c'est un peu un omnibus, c'est-à-dire qu'on visite, enfin il y a des références aux autres sagas de Clamp aussi. Effectivement, on va pas aborder ce volet-là de l'œuvre de Clamp tout de suite, mais effectivement tu fais bien de le dire, c'est que le travail de Clamp se fonde sur une hybridation de tous les registres, de tous les genres. On voit par exemple, je sais pas moi, dans Rayars, on a des héroïnes qui d'un seul coup deviennent des mousquetaires qui pilotent des robots. C'est un RPG. C'est un RPG. Rayars, c'est vraiment que ça a été construit comme un RPG. Elles ont expliqué que c'était, en plus c'était la grosse mode au moment où c'est sorti, c'était 95, donc c'est l'âge d'or du JRPG Super Nintendo. Dragon Quest 5. C'est ça. Bien sûr. Tu les vois avec leur tenue qu'elles doivent level up en récupérant des matériaux, etc. Il y avait un jeu sorti sur Saturn. Oui, c'est vrai. Elles ont fait des designs. Un Zelda-like vraiment génial. Mais j'ai presque envie de dire que l'hybridation c'est arrivé dans un second temps, que déjà elles se sont essayées à beaucoup de genres et qu'après il y a eu une évolution. Ah toi tu délimiterais carrément comme ça, c'est-à-dire que ça commence par une exploration segmentée de genre en genre, et après vu ça comme ça, déjà plutôt une exploration segmentée et après une exploration un peu plus... Je suis pas complètement d'accord moi par rapport à ça, parce que dès Rig Veda elles avaient des personnages en fait, Rig Veda, c'est un traité, enfin c'est une légende bouddhiste, Bodhavista et surtout hindoue. Et déjà quand elles faisaient leurs personnages en tant que doujin, elles avaient une petite réserve de persos qui ressortaient de temps en temps. Par exemple, certains des personnages de X, elles expliquaient qu'elles les avaient créés déjà quand elles faisaient des doujins et qu'elles les remettaient, elles les ressortaient. Ou même Clamp School Detective, qui est Clamp School, qui est on va dire une série de 3 séries différentes, font venir des personnages qui s'intercroisent déjà. Donc elles faisaient déjà du crossover entre leurs propres séries. Dans Clamp School Detective, le leader de ce petit bureau détective un peu mignon, il met des lunettes noires, il devient le gérant des Ducalion, qui sont 2 Sentai qui doivent protéger la Terre, et bien sûr on ne sait pas qui est le boss, mais donc, bon. C'est un sacré bazar, hein. Mine de rien, il y a beaucoup de persos, il y a toute une galaxie de... Oui et non, parce que tu peux les lire indépendamment, tu peux dire Ducalion sans avoir jamais lu une autre série, les Clamp, et chaque série en fait elle le compartimente bien pour que t'aies pas besoin de te perdre. Même Tsubasa, qui est leur série fleuve, qui est leur plus longue à ce jour et qui fait venir tous les autres personnages de toutes les séries, t'es jamais obligé d'avoir lu une autre série des Clamp, parce qu'elles sont toutes présentées
C'est vraiment très indépendant, ouais. effectivement. Elles n'ont pas y a pas ce problème-là à devoir suivre toutes les œuvres pour comprendre justement la finalité, par exemple de Tsubasa, qui est vraiment une des finalités de tous leurs personnages. Après, ça s'explique très bien par le fait qu'elles aient fait énormément de doujin, qu'elles sont 4. Forcément, un auteur qui crée beaucoup de personnages, c'est déjà difficile, mais alors là, elles sont 4. Donc forcément que leur imaginaire est extrêmement prolifique, et en plus, elles l'expliquent très bien dans leur façon de travailler. Donc elles n'ont pas d'assistants, elles sont entre guillemets que 4, mais ça fait déjà beaucoup. Ça leur permet d'avoir leur univers à elles, et on se rend compte qu'elles se sont créées vraiment tous. Alors j'avais une autre en tête, c'était Toriyama, mais voilà, elles se sont créées cette petite galaxie de personnages qu'elles peuvent finalement, auxquels elles sont attachées, et puis j'ai envie de dire, pourquoi s'embêter à en faire d'autres. En plus, pour nous qui connaissons les séries, ça fait ce petit alors c'est pas du fan service, mais ouais, quand j'ai lu Tsubasa, j'ai eu un petit c'était touchant de revoir des personnages qu'on avait quittés il y a très très longtemps dans d'autres circonstances et d'autres scénarios, puisqu'elles ont aussi l'art de elles ont le multiverse, nouveaux, parce qu'encore une fois, c'est pas un univers pour toutes leurs histoires, c'est plusieurs dimensions, et elles reprennent les personnages et plusieurs versions d'un même personnage. Exactement, voilà. Donc on peut avoir le même personnage peut avoir plusieurs histoires entre guillemets, mais par contre toujours le même caractère et toujours les mêmes caractéristiques. Mais elles font des nouveaux personnages quand même. Elles sont pas non plus feignantes, et quand elles font une nouvelle série, en général il y a des nouveaux personnages. Et quand on voit Crossolik, le travail qui a été fait sur les personnages, donc du coup inédit à Crossolik, on est vraiment c'est fou, parce qu'à chaque fois on se dit on peut pas se recycler. Elles, à chaque titre, elles arrivent à faire un univers différent, alors un thème différent. Effectivement, on parlait de science-fiction, donc de Magical Girl, enfin il y a vraiment de tout, et pourtant elles arrivent encore à se renouveler, et ça c'est vraiment impressionnant. Alors du coup, ça veut dire que si elles se renouvellent, est-ce qu'elles repartent de zéro sur plan thématique, d'œuvre en œuvre, ou est-ce qu'il y a une trame de fond qui permet de relier tout ça? Parce que si elles ont relié leurs univers à un moment, c'est peut-être qu'il y a des dénominateurs communs là-dedans, des thématiques récurrentes. Elles ont des codes dans leurs histoires. Il y a la critique sociale qu'on retrouve dans Tokyo Babylon et qu'on retrouve dans Crossolik, des petites histoires. C'est parce qu'elles étaient jeunes. Elles disent que souvent leurs premières œuvres, elles étaient beaucoup plus socialement engagées, parce qu'elles avaient des choses à dire, alors que maintenant elles sont vieilles, elles n'ont plus rien à dire. Parlons peut-être justement de Tokyo Babylon. Tu le mentionnais, parce que Tokyo Babylon, c'est vraiment un brûlot pour le coup, sur pas mal d'aspects. Oui. Sur les violences domestiques, sur ça a abordé énormément de sujets que du coup je retrouve beaucoup moins maintenant, mais ça m'avait touché à l'époque. Et c'est vraiment ça, en relisant Crossolik, que je retrouvais des gens qui demandaient des pouvoirs ou des manières de contrer des malédictions, et que quand ils ne respectaient pas les contrats, ça leur retombait dessus à nouveau, et exactement la même chose. Avec ce côté très exorcisé, les plaies d'une métropole qui promet tout à tout le monde, mais qui laisse des gens sur le bord de la route. On a ça, on a l'ésotérisme qui est un point, un conducteur à chaque fois. L'exotérisme, oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est un vrai brassage culturel, parce qu'on parlait de Wish où c'est le christianisme qui est mis en jeu, et des fois tu as des œuvres où c'est plutôt le shintoïsme. Enfin, elles se limitent pas forcément dans une culture. Il suffit de voir de X par exemple, où tu as une convergence, tu as l'Apocalypse selon Saint Jean, tu as les bases de Tokyo Babylon en plus, tu as les Keikai qui sont propres au shintoïsme. Voilà, donc tu as absolument tout mélangé. C'est justement les récurrences thématiques d'un mythe à l'autre qui font que X est aussi prolifique. Je crois, Grégoire, tu voulais rebondir sur ce qui se disait avant. Ce qui a aussi été en termes de thème assez innovant, c'était oser parler d'androgynie, oser parler d'homosexualité, oser parler d'ésotérisme, et ce à chaque œuvre en fait. Et ensuite, quand il y a eu un retour d'une audience et d'un public, elles ont compris qu'elles pouvaient s'adresser à quelqu'un, et qu'il fallait s'adresser à quelqu'un. Et donc, pour resituer, elles font des shoujo, et essentiellement, peut-être pas exclusivement. Elles se sont fait connaître sur ce segment-là. Voilà, sur des shoujo. Donc shoujo, c'est des mangas qui s'adressent à un public d'adolescentes, par opposition au shonen. Et voilà, en fait, elles ont osé parler de thèmes qui quand même peuvent déranger dans la culture japonaise. C'est peu de le dire, et une fois qu'elles ont vu qu'elles avaient elles ont fait en sorte de s'adresser à un public à chaque fois. Tu veux dire en fait c'est un public différent à chaque fois, ou est-ce que non, c'est à chaque fois d'accompagner voilà, c'est de présenter un nouveau thème, et parfois plusieurs thèmes d'un coup, mais toujours dans la même optique, toujours dans le shoujo par exemple. Et par exemple là ça recouperait ce que disait Chloé, ce que tu disais quand justement elles segmentent au début et après elles accompagnent, que leur œuvre s'hybride de plus en plus au fil du temps, parce que le lectorat grandit, et peut-être que le lectorat
Sakura, c'est pas spécialement hybride en fait. On reste vraiment sur du classique Magical Girl. On peut en parler d'ailleurs de Sakura dans la mesure où c'est quand même l'œuvre qui les a fait exploser à l'international, et on fête les 21 ans de l'animé si je dis pas de bêtises. Oui. Remarque, il n'était pas terminé en 99, donc c'est encore les 20 ans. Mais bon, chiffre rond. Mais à quoi ça tient justement le fait que Sakura a explosé comme ça chez nous Alors déjà, pour être vraiment pragmatique, tu as dit il y a l'animé. Les Clamps, c'est l'une de leurs premières séries animées. Elles en ont eu d'autres avant, mais c'était difficilement amenable parce que c'était Tokyo Babylon, c'est des trucs pas forcément à montrer à tout le monde. Là, c'est quand même Sakura, c'est quelque chose fait pour les petites filles. Au début, elles l'ont vraiment écrite pour accompagner les petites filles. Donc, c'est quelque chose que tu peux vendre bien plus facilement à travers un Pokémon ou un Dragon Ball, quoi. C'est plus facilement vendable que l'Apocalypse selon Saint Jean dont tu parlais tout à l'heure. Et donc déjà, pourquoi ça explose international ? Parce que tout le monde a découvert, moi en tout cas j'ai découvert petit par le dessin animé qui passait sur M6, comme toi je pense aussi. Oui, M6 Kid tous les mercredis évidemment. Il y a peut-être ça aussi, parce qu'il faut comprendre que on arrivait à la fin donc, du Club Dorothée, et Kakato Sakura a été un des tout premiers animés à revenir, japonais, à revenir dans nos chaînes RTN, et c'était avec Pokémon je crois. Et Gundam Wing. Et Gundam Wing. Donc M6 avait vraiment commencé à se dire tiens, nous on va remettre des animés japonais, donc il y a peut-être aussi un peu cet effet-là, c'était le seul, entre guillemets, avec Pokémon et donc Gundam Wing à apparaître. Ceci peut expliquer. Après, c'était une excellente série, et il y a plein de. Mais le timing, c'est important. C'est peut-être la meilleure porte d'entrée si on est une jeune fille qui veut s'initier au manga dans les années 90, on tombe là-dessus assez facilement. Est-ce que on peut encore finir un petit peu la fin de la première partie, l'heure n'est pas encore suffisamment tournée. Où est-ce que je voulais aller avec ça ? On va couper un petit peu. Un truc qui est intéressant, moi je peux rebondir sur ça, c'est que tu parlais de Cardcaptor, mais c'est vraiment un shoujo classique, mais elles y infusent leur ADN à chaque fois, quoi. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, c'est un Magical Girl, ça repose sur des codes qu'elles utilisent, et elles servent de ces codes pour transgresser les codes et aller plus loin que ce que un Magical Girl ordinaire pouvait faire à l'époque, quoi. C'est-à-dire que Sakura a plusieurs niveaux de lecture en fait. Ah oui, carrément. C'est-à-dire que tu reviens dessus plusieurs fois en le relisant, et avec un œil d'adulte tu découvres d'autres choses qui dépassent peut-être la simple histoire. C'est-à-dire qu'elle n'essaye pas de faire, par exemple, quand Sailor Moon apparaît, Sailor Moon se veut une espèce de Sentai féminin, donc ça reprend vraiment les codes des Sentai. Les Clamps, elles se disent pas on va faire un Magical Girl, elles se disent qu'est-ce qu'on fait ? Magical Girl sympa, vas-y, on met nos codes, on met nos influences, on met nos trucs, et c'est le genre qui les sert, elles ne servent pas le genre spécialement, en fait. C'est ça qui est assez intéressant, qui rend leur œuvre. Si t'aimes bien Clamp en général, tu peux lire n'importe quoi des Clamp, tu retrouveras toujours un truc, la touche Clamp, quoi. En fait, la touche Clamp, et c'est un petit peu ce que vous disiez auparavant, c'est de souvent mettre des personnages, ou en tout cas mettre on va dire, où le bien ou le mal n'existe pas. C'est-à-dire qu'au début, on montre, regardez, le bien c'est ça, par exemple Magical Girl, le bien c'est facile, c'est elle, et le mal c'est ça. Et à chaque fois, dans toutes leurs œuvres, elles vont se rendre compte que le bien n'est pas si bien et le mal n'est pas si mal, et finalement le monde est plutôt gris. On le trouve dans Tokyo Babylon, où justement le grand méchant est en fait celui qui était le plus gentil. Enfin, il y a très souvent tout ça. Attention. J'ai pas dit le nom. Ah oui, je laisse deviner. Même si le manga le laisse deviner assez vite. Quand même, je pense que dès le premier tome, si t'as pas compris. Mais donc dans Sakura, on va se rendre compte, et c'est peut-être ça aussi que les gens aiment bien, c'est que souvent on sort des clichés. Pourquoi ? Parce qu'on montre un cliché pour mieux le démonter en fait après dans la série, en disant en fait c'est pas si simple que ça. La vie c'est pas tout est rose et tout est blanc et tout est noir. Il n'y a pas un méchant désigné. Et ça c'est plutôt appréciable. On se rend compte que tous les entre guillemets méchants, parce que du coup ça en est pas vraiment, ont leurs propres raisons, leurs propres explications, et sont à la recherche finalement de quelque chose de différent que les héros qui sont présentés. C'est plus des épreuves qu'un péril à surmonter ou à détruire, quoi, effectivement. En tout cas, à chaque fois, elle cherche à montrer le point de vue, et on le voit énormément dans Rig Veda. C'était vraiment la quintessence de Rig Veda, c'était de montrer que derrière la cruauté, derrière la méchanceté, même si tout pointait du doigt en disant regardez, c'est comme ça, c'est horrible, et elle disait mais il y a une explication, il y a un contexte, il y a quelque chose. Même dans Rayars par exemple. Oui, bien sûr. C'est vraiment leur truc. C'est une veine un peu tragique dans leur travail, effectivement, de montrer que voilà, tu peux pas y échapper, et tu as toujours, même si c'est pas juste, pour reprendre Rayars à la fin, tu peux pas y échapper à certaines choses qu'on ne transgresse pas, ou en tout cas qu'il faut chercher à comprendre avant de s'avancer un peu vite. Les amis, on va se retrouver juste après la pause musicale. On va s'écouter, on parlait de Sakura tout à l'heure, Platinum, Opening 3 de Sakura, et on se retrouve juste après.
De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bulles de pixels. Je propose qu'on enchaîne directement. Bon, c'était pas. Vous en dînez, c'est bien, non, mais on avance. On plonge, vas-y. Hop, parce qu'on parlait beaucoup de Clamp dans la première moitié, c'est normal, c'est le thème du débat, j'ai envie de dire. On a pas mal parlé de leur style, de leur thématique, mais pas forcément de leurs influences. Et Damien, justement, nous avait fait un petit édito consacré à peut-être l'une des grandes influences de Clamp, à savoir le groupe de l'an 24. On écoute ça tout de suite. Collectif incontournable dans l'histoire du manga, Clamp a bercé toute une génération et bousculé de nombreux codes de son époque. Toutefois, n'oublions pas le travail de pionnière qu'a exercé le groupe de l'an 24. Relativement peu connu en France, cette appellation désigne un groupe d'autrices nées aux alentours de l'an 24 de l'ère Showa et ayant travaillé ensemble dans les années 70. Mais qui sont ces femmes dont on ne sait rien ou presque ? Qu'évoquent Moto Hagio, Keiko Takemiya ou Ryoko Ikeda à notre génération ? Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes imaginent que le shoujo se cantonne à des histoires mièvres et interchangeables de petites filles amourachées. Un cliché déjà bien installé dès les années 70. Le shoujo est un sous-genre, une sous-littérature, ça ne vaut rien. Et pourtant, le groupe de l'an 24 va faire exploser absolument tous ces clichés à la dynamite en créant des œuvres diverses et ambitieuses. Le shoujo, délaissé par la profession, se retrouve entre les mains de véritables punks de la littérature. Profitant de l'essor des revendications sociales et de la libération sexuelle, ces jeunes téméraires d'alors vont se lancer dans des récits ne souffrant d'aucune limite. Homosexualité, androgynie, inceste, viol, suicide, racisme, genre, misère, politique, philosophie ou lutte sociale seront autant de sujets passés au crible par le groupe de l'an 24. Ce travail thématique tous azimuts s'accompagne également d'une exploration des genres. Fantasy, fresque historique, horreur ou science-fiction, tout y passe. Moto Hagio a par exemple écrit Pono Ichizoku, fresque fascinante suivant une famille de vampires anglais sur près de 3 siècles. Elle signe également Ils sont 11, thriller psychologique traitant de nombreux sujets avec, pour toile de fond, la recherche d'un intrus au milieu d'un groupe d'étudiants livrés à eux-mêmes dans l'espace. Keiko Takemiya, la coloc de Moto Hagio, a écrit l'un des titres les plus célèbres du genre avec Terae. On y suit les aventures de Jomi, jeune citoyen découvrant qu'il fait partie du peuple de Mu, persécuté par l'humanité. Élevé au rang d'élu, il doit les guider dans un conflit qui le dépasse, avec pour objectif de regagner la Terre. Dès 1977, ce manga visionnaire annonce les new types de la saga Gundam et les thématiques de Megazone 2-3, qui inspirera à son tour la trilogie Matrix. Si tout le monde en France se souvient de Lady Oscar, La Rose de Versailles n'est pas le seul titre à parler de notre histoire et à s'en servir pour aborder les thématiques lourdes. Dans Kaze Toki no Uta, Keiko Takemiya raconte en 17 volumes une romance homosexuelle tragique dans la France du 19e. Cette série posera les bases du Shonen Ai, achevant le travail initié en 1974 par Moto Hagio dans Le Cœur de Thomas. Ce classique a d'ailleurs été adapté au cinéma en 1988 sous le nom Summer Vacation 1999. Fait important, les personnages masculins sont joués par des femmes. Si vous cherchiez l'origine du yaoi ou du josei, elle est donc bien ici, dans le travail du groupe de l'an 24. Le collectif ne s'est pas illustré uniquement au travers de ses sujets et thématiques. Comme toute forme d'art, le manga repose sur des codes visuels et narratifs précis. Une grammaire que le groupe de l'an 24 va pourtant atomiser. Faisant fi des conventions du découpage, Moto Hagio mélange le fond, le texte, le personnage et l'action sur une seule planche. La direction est claire, mais le dessin entremêlé. Le déroulé chevauche le décor et se noie dans les émotions des personnages, illustrés en pleine page. Un style radicalement neuf, aux antipodes des standards posés par Osamu Tezuka. Si le travail thématique autour du genre et de la sexualité a bien été poursuivi par Clamp, il est hélas bien plus difficile de mesurer l'héritage de cette démarche expérimentale dans les productions actuelles. Méconnu chez nous, le groupe de l'an 24 n'en demeure pas moins un mur porteur du manga contemporain. Ces autrices en ont marqué à jamais l'histoire, en permettant à des thématiques et des choix visuels neufs de s'immiscer dans un monde très cloisonné. C'est grâce à elles que des artistes comme Inyo Asano, Shuzo Oshimi ou Clamp ont pu s'illustrer, et on les en remercie car sans elles, le monde du manga ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Et on remercie Damien pour cet édito, ma foi, fort bien documenté. Et on remercie PJ qui lui a donné, qui a prêté sa voix, voilà, qui nous fait coucou depuis la régie. On parlait effectivement avant la pause de hybridation des genres sur le plan littéraire, mais peut-être aussi sur le plan des personnages. Est-ce que finalement cette influence de groupe de l'an 24 se ressent beaucoup chez Clamp ? Oh bah oui, complètement. Oui. Alors, je dois féliciter la personne qui a fait Magneto parce que effectivement, il a sorti toutes les œuvres majeures de cette époque et c'est bien, c'est des œuvres que j'ai lues quand il y a très longtemps. Donc, du coup, je m'y retrouve et c'est indéniable que Clamp fait partie. Après, elles sont de cette époque-là aussi, elles ont grandi avec ces titres-là. Il y a une influence indéniable. Après, est-ce que c'est volontaire ou pas, ou est-ce qu'elles ont fait leur propre sauce par la suite ? Je pense qu'il faut leur laisser le crédit qu'elles ont fait leur style est suffisamment
reconnaissables. Oui, c'est ça. Mais elles sont nées là-dedans, donc c'est normal qu'elles aient grandi dans ce style et qu'elles les reproduisent ensuite dans leurs propres œuvres. Voilà, sans être complètement influencé, on peut se dire que c'est. Il y a une filiation, on va dire. Filiation. Mais du coup, sur la question du genre dans la bande dessinée, on voit bien que Clamp travaille beaucoup cette question. On parlait un petit peu d'hybridation des registres avant, justement, dans la première partie, avec Rayars notamment, où carrément des attributs masculins sont donnés à des personnages féminins. Est-ce qu'on retrouve ça dans d'autres œuvres ? Des Clamp ou... Oui, de Clamp. Quasiment tout, mais l'une des grandes forces des Clamp, c'est qu'elles n'imposent rien. Ça veut dire que tu as très rarement des personnages qui sont ouvertement homosexuels. Ils le sont montrés par le dessin, mais personne ne dit clairement... nous sommes homosexuels, nous sommes lesbiennes, nous sommes transgenres. C'est pas performatif. Elles te le font comprendre par le dessin, par la mise en scène. Par exemple, dans Sakura, c'est assez connu, parce que je prends Sakura comme exemple, il y a Tomoyo, l'amie de Sakura, comprend très vite qu'elle aime un peu plus son amie que de raison, enfin en tout cas qu'une simple amie. Et jamais, jusqu'à la fin de la série, ça sera dit clairement, elle ne lui dira jamais je t'aime et je veux que nous soyons ensemble. Non, il y a un truc très... Toi, tu n'es pas d'accord avec ça? Non, si, justement, pour aller dans ton sens, il y a un passage absolument déchirant où justement elle lui dit voilà, pour moi l'amour c'est de vouloir que la personne que j'aime soit heureuse et voilà, je m'en fous si elle m'aime pas en retour ou si je lui dis pas, c'est pas grave. Elle lui dit je t'aime mais pas comme tu le penses, tu vois. Mais, voilà, mais c'est l'une des grandes forces, c'est que quand t'es enfant, que ça soit japonais, français ou quoi, tu grandis avec ça t'amène de façon très subtile le fait que le genre n'a pas de prédéfinition et donc Sakura, par exemple dans ses tenues, elle a des fois des superbes robes, des fois c'est des espèces de petits pantalons de garçon. Il y a un épisode où elle joue le rôle du prince dans une pièce de théâtre, tu vois, elle aurait dû jouer le rôle de la princesse, finalement elle joue le prince et il n'y a pas de souci parce qu'elle est toujours aussi belle et pimpante. Il y a des personnages qui sont ouvertement, on comprend que ils aiment bien. Il y a des personnages masculins qui souvent se tiennent souvent la main. Il n'y a jamais de honte chez les Clamp, il n'y a jamais de censure et il y a un truc très beau qui est magnifié par leur style. Très spontané, effectivement. Sur le chat, on a Mafuba qui se permet d'objecter en disant que dans Tokyo Babylon, l'homosexualité est quand même très explicite. Alors, je suis totalement d'accord, c'est pareil, c'est très subtil. Il n'y a plus de spoil là. Non, mais voilà, c'est une série qui date de 91, tu peux y aller. Le personnage principal, Subaru, en effet, comprend les sentiments qu'il a, mais pareil, c'est pas dit explicitement, il ne dit pas je l'aime. On le voit en larmes, chaque fois c'est ça, c'est la finesse de Clamp en fait. Tous les personnages, enfin, quelles que soient les histoires, chaque fois c'est comme ça. Les personnages ressentent des sentiments envers les autres, mais de manière jamais dite explicite. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que pour rester sur Tokyo Babylon, c'est que les héros sont des jumeaux. Et au début, ils sont dessinés un peu pareil, justement. On a le Bishonen qui est très efféminé, et de l'autre côté, sa sœur. Au début, on comprend pas. Par le dessin, on se dit, mais c'est du cross-dressing. Est-ce que c'est une fille? Est-ce que c'est une cosplayeuse? Enfin, on comprend pas en fait. Et c'est en découvrant les personnages qu'on va devoir passer au-delà de nos stéréotypes en tant que lecteur et comprendre qui est qui en fait. Et c'est une démarche qui est assez intéressante et pour le coup beaucoup plus subtile que pourrait le laisser penser le traitement de la relation entre justement Subaru et le vétérinaire dont j'ai oublié le nom. C'est Ichiro. C'est Ichiro, merci. Grégoire, tu voulais rebondir? Ouais, sur le traitement par exemple du personnage de Tokyo Babylon qui est fait, c'est un côté très romantique dans le sens où c'est un héros qui est seul, pas forcément seul, mais par rapport, il est à l'épreuve de ses sentiments en permanence, il se découvre lui-même via des aventures en fait, et il en apprend plus sur lui, et ça c'est une patte que je dis romantique dans le sens associé au romantisme en France. Hein, voilà. Oui, au 19e. Et ça se ressent beaucoup en fait. Ça, Clamp a fait du dessin et vraiment du dessin le moyen, le médium pour transmettre en fait les sentiments que pouvait ressentir ce héros, et ça se ressent beaucoup si on veut creuser aussi le lien. Honnêtement, quand j'ai lu les œuvres, le lien était évident avec Degrayman par exemple, qui s'imprègne quand même énormément de ce qui a énormément hérité de certains dessins et de certaines pattes du côté de Clamp en termes de héros ou en termes de dessin pur. Puisque tu poses la question des héritiers ou des héritières de Clamp, on peut quand même commencer à l'aborder. Aujourd'hui, l'héritage de Clamp, il est multiple parce que ça dépend. Par exemple, Chloé m'avait dit en off qu'une de ses œuvres préférées c'est Chobits. Chobits, ça parle de robots, donc tu vois, est-ce que tous ceux qui font des trucs de méca et de gynoïdes sont des héritiers de Clamp parce qu'ils ont lu Chobits? Enfin, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, par exemple, par rapport à ça? J'ai pas d'avis spécifique parce que j'ai pas nécessairement d'œuvre en tête pour une certaine continuité et qui traiterait d'une thématique de robots insérés dans la société et qu'on traiterait comme des humains.
Ce qui fait que ça dépend. En fait, on peut le traiter de tellement de façons différentes. Là, on essaie de les intégrer. Pour certains, c'est juste des machines qui nous servent au quotidien pour nous aider, alors que pour d'autres, ça va plus loin. Tout dépendra en fait de la dimension qui voudrait être traitée. Mais dans tous les cas, personne ne pourra traiter cette thématique comme Clamp l'a fait, parce que sinon, ça va juste être un remake de Chobits et ça n'aura aucun sens. Mais justement, plus largement, est-ce que dans les thématiques et dans le style visuel de Clamp, on a, dans les thématiques, même tout simplement, est-ce qu'on a des héritiers? Je pense par exemple, j'en sais rien, moi, je vois Mehdi sur le chat qui s'amuse parce qu'on parle d'ésotérisme, donc forcément Megami Tensei ça me titille, mais je vais pas forcément le mettre sur la table tout de suite. Mais Marcy, tu voulais... Ouais, il y en a un peu plus évident. Effectivement, il y a Black Butler qui reprend énormément des codes de Clamp, donc on pourrait dire qu'il y a certainement une inspiration. On y retrouve l'ésotérisme, on y retrouve les critiques sociales, la relation ambiguë entre les deux personnages, le côté androgyne, même l'œil caché qui est un des symboles phares des Clamp, et on y retrouve. Donc oui, éventuellement il peut y en avoir. Après c'est vrai que il y en a pas qui me sautent aux yeux beaucoup. Si, j'en ai un, moi j'ai Mirai Nikki, je pense. Mirai Nikki sur certains éléments, alors dans le sens où je t'écoute. On retrouve je crois que tu as touché. Attention, Mirai Nikki dans le sens où par exemple ils reprennent le thème de obtenir quelque chose mais en échange d'autres choses, donc de gagner un truc mais de un pacte. Et ça en fait ça va même plus loin que je prends Mirai Nikki un peu comme un tremplin, mais c'est un élément qu'on retrouve beaucoup dans l'animation japonaise et dans les mangas japonais aujourd'hui, donc ça va bien au-delà. Après il y a eu Death Note quand même. Il y a eu Death Note aussi, oui. Voilà. Mais pour revenir sur Mirai Nikki, c'est quand même encore une fois pareil, il y a le dessin, la manière dont c'est créé et dont les personnages sont présentés et interagissent entre eux, et la manière dont même ce qui se passe entre eux, je veux dire entre un côté très 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 exalté. Ouais, c'est ça, même la fin, bon je vais pas le spoiler parce que voilà, mais le dénouement c'est quand même un dénouement c'est signé Clamp. T'as Clément qui parlait tout à l'heure de la subtilité qui dégage des œuvres de Clamp en général, et c'est vrai que c'est un autre problème pour moi, c'est que très peu d'auteurs arrivent à ce genre de subtilité. Merci citait Black Butler, mais Black Butler, il y a une vraie différence avec ce que les Clamp faisaient faire, c'est le sexe. C'est-à-dire que les Clamp, je trouve qu'elles ont une manière de traiter les relations sans forcément les sexualiser. Dans Sakura, à un moment, il y a un professeur, il est amoureux d'une élève. Plein de gens tout le monde trouvé ça choquant. Moi ça m'a jamais choqué parce que jamais il y a jamais de truc malsain derrière où tu comprends qu'il va coucher avec elle. Il y a plutôt un truc que c'est une espèce de pureté pour les Clamp. Le sentiment amoureux, c'est une espèce d'état de pureté qu'il faut atteindre, peu importe ce que tu es. Donc tu peux être un homme, une femme, deux hommes, un adulte, une enfant, un robot et une machine et un homme. C'est pas ça, c'est le fait d'arriver à s'aimer. Il y a différentes manières de s'aimer. Dans Le voleur au sans visage, il y a deux mamans. Alors tu te dis bon, elles sont lesbiennes, puis alors plus tard tu comprends que non, elles sont les deux femmes d'un même homme. Mais dans la manière de se comporter, tu peux comprendre qu'elles s'aiment quand même énormément l'une l'autre et qu'il n'y a jamais eu de jalousie, de rivalité. Et alors que dans Black Butler, tu comprends quand même, il y a beaucoup d'allusions sexuelles sur que le petit ciel, il va prendre cher à un moment ou à un autre, quoi. J'ai envie de rebondir, tu parlais de Chobits en disant machine humain, mais bon, quand même la façon d'allumer et d'éteindre Chi. Mais ça c'est la manière dont elles sont programmées, mais le héros, il veut pas aller vers ça, tu vois. Le héros veut pas aller vers ça, mais en tout cas, c'est quand même présenté, donc il y a quand même une certaine sexualisation de la machine qui est mise en avant. Et j'ai pas dit qu'il n'y avait pas de sexualité chez les Clamp, j'ai dit que les relations, pour moi, les relations amoureuses sont plus pures que ce qu'elles ne veulent tendre dans d'autres romans, en fait, dans d'autres mangas. En fait, je me suis jamais dit ah là là, ils vont bien se la donner à la fin de l'histoire, mais peu importe les relations, quoi, il y a quelque chose de très magnifiant. Je trouve, tu l'as dit, c'est assez subtil, c'est assez magnifié les relations d'amour chez Clamp. Mais justement, on parle. Pardon, Marcy, tu voulais rebondir. C'est juste qu'on disait tout à l'heure que les relations homosexuelles, souvent, elles étaient subtiles et ils en disaient pas beaucoup. Mais en fait, toutes les relations dans les Clamp, il y a même les relations hétérosexuelles, en fait, c'est vrai qu'elles ont des très larges panels de relations et t'en as cité quelques-unes et effectivement, elles vont très très loin. En tout cas, en dehors des schémas et des clichés que l'on connaît, et en tout cas à chaque fois ce sera très subtil, quoi qu'il arrive, dans toutes les relations. Il y a peut-être je pense un couple peut-être dans Tsubasa où vraiment ils disent on est ensemble et c'est cool, mais c'est tout. Et même quand c'est un homme et une femme, ça sera toujours aussi subtil.
Mais du coup, maintenant qu'on peut se pencher un peu sur leur démarche, est-ce qu'on peut parler de démarche d'auteur ou d'autrice, justement, sur l'hybridation des genres, sur le plan littéraire, sur le plan, je dirais, de caractérisation. On voit quand même que dans les héritages qu'on a pu en avoir, on reste dans soit du shonen, soit du shoujo, soit du seinen. Il n'y a pas tellement d'hybridation des lectorats. Est-ce que finalement, c'est peut-être une limite aussi de leur legs? C'est que personne n'a vraiment repris ce flambeau en fait. C'est difficile déjà de parler de leg, c'est-à-dire que quand tu lègues quelque chose, c'est que tu penses que tu as quelque chose à léguer. Je suis pas sûr que les Clamp, quand elles fassent leur série, se disent on va révolutionner le genre. C'est-à-dire que quand elles se disent on se fait Magic Knight Rider, ça se dit putain on adore les jeux vidéo, vas-y on fait un jeu vidéo en manga, tu vois. Il n'y a pas de démarche. Je pense pas, non, je pense pas qu'on est comme par exemple dans le Jump, tu vois que beaucoup de shonen, du Shonen Jump quand ils arrivent, ils veulent faire leur sauce, mais il y a quand même toujours un Tentosha dont je parlais tout à l'heure, donc un éditeur qui vient dire fais plus comme ça pour que ça ait un peu de succès, fais plus comme ça. Les Clamp sont rarement dans la démarche d'avoir du succès ou pas parce que de toute façon elles en ont à peu près tout le temps et font autant des séries qui font 25 tomes que des séries qui en font 1 ou 2 volumes. Elles font un peu ce qui leur plaise comme elles leur plaisent, elles changent leur style, elles s'adaptent en fonction de leur histoire et je pense pas qu'elles se disent on donne un leg. J'ai pas l'impression moi quand je les lis. Merci. Je suis assez d'accord. Après, j'ai un petit doute sur la raison de certains titres, c'est-à-dire que quand Tsubasa est sorti, on avait le sentiment qu'elle voulait faire un truc qui marche, un truc shonen. Et après, il est très bien fait, ça n'empêche rien. Hein, mais à chaque fois, je me suis toujours trouvé que leur sujet était très d'actualité. Chobits, c'était vraiment à l'ère justement de tout ce qui se faisait en termes de AI de Spielberg. Exactement. Sakura, vraiment le côté Magical Girl est arrivé juste quand ça commençait à décliner du côté des auteurs japonais qui mais elles sont influencées, hein, ça c'est sûr. Ah oui. Et j'ai toujours trouvé qu'elle le sortait au bon moment, mais à chaque fois c'est le cliché et qu'elles s'amusent à complètement casser dans tous les... Elles arrivent avec un cliché en disant bah tiens le premier chapitre c'est le cliché et après à tout détruire et à faire bah finalement on vous a fait un truc qui déchire tout. Mais... Donc Clément, je te vois sourire. Non mais c'est totalement ça en fait. Elles arrivent avec leur style, elles se posent pas de questions. Oui, bien dans le micro. Elles se posent pas de questions. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, hein, mais c'est peut-être... Oui. Excuse-moi. C'est peut-être pour ça aussi qu'elles partent pas trop dans l'hybridation. Si leur but c'est de prendre un genre pour ensuite le casser, ce serait pas très très utile de prendre plusieurs genres, de les scinder pour ensuite les déconstruire. Bah, c'est peut-être aussi une démarche de arrêter de penser en termes de genre ou de segmentation de public, démographique, mais penser en termes de registre comme la littérature avec le fantastique, etc. Et ce qu'on peut en faire et ce qu'on peut dire à la personne qui nous lit sans se dire bah moi je vais faire un truc pour les garçons parce qu'il faut vendre des jouets. Enfin voilà, c'est idiot. Hein. Après elles ont quand même. Après elles sont pas non plus on fire tout le temps. C'est-à-dire que quand elles font une nouvelle série, elles savent dans quel magazine elles sont publiées et elles s'imposent elles-mêmes des limites. Par exemple, elles expliquaient que Sakura, fallait pas de sang, fallait pas de mort. Parce que c'était dans le Nakayoshi de mémoire. Oui, c'est ça. Et donc c'est un magazine pour les petites filles et donc pouvait pas être historiquement le magazine de Sailor Moon. Voilà, pouvait pas être aussi violente que dans Rig Veda ou Tokyo Babylon où là elles s'en donnaient un peu plus à cœur joie et donc elles savent quand même à qui s'adresse chaque série et quelle est la bonne porte d'entrée pour capter le lecteur. On se dirige vers la fin du débat. Est-ce que vous avez une œuvre préférée de Clamp à nous donner avant qu'on referme ce numéro? Clover, de loin, très loin. Ah, intéressant. Le clip extraordinaire. Extraordinaire. Tout l'univers de Tsubasa. Je suis pas assez fan de Clamp. T'as dit Crossolic quand même. Oui, mais j'ai pas beaucoup aimé. J'avais pas compris. J'avais compris que t'avais aimé, désolé. Non, je l'ai tué. Bon, tu peux dire Mirai Nikki, tu veux dire, pas de problème. Je suis resté sur des BZ de Super Broly. Clément. Je dirais Rig Veda. Rig Veda. Moi, Sakura, franchement, c'est mon coup de cœur, c'est ma waifu ultime. Sakura, elle est tellement belle, elle est tellement géniale. Elle nique tout avec Shaolan, et il est trop bien. En Rantaine, c'était un peu Kobato aussi. Alors j'aime bien Kobato parce que en fait Kobato, je retrouve une pureté de sentiment qu'il y avait dans Sakura et enfin Kobato, elle est trop choupi kawaii et Hirohige, je me rappelle jamais le nom du chien peluche, il est à mourir de rire. Il y a un peu la même vibe qui me plaît bien, mais Sakura de cœur de loin quoi. Ouais, Sakura pareil, enfin je me suis refait récemment, c'est extraordinaire, mais quand même Holic. Et Cross-Holic, ouais. Holic pour toutes les raisons du monde, mais Holic, voilà. Merci pour ce grand débat, merci Marcy, merci Clément, merci Cédric, merci Chloé, merci Grégoire. On reste ensemble parce que c'est l'heure, j'ai envie de dire de sévir, c'est l'heure du quiz musical. Cette semaine, un quiz musical avec une programmation un petit peu particulière parce que voilà, il fait beau, il fait chaud, on l'a dit en introduction, et c'est l'heure donc de penser printemps, comme
comme le dit notre bon ami, il faut penser printemps, et donc c'est le thème de ce quiz. Alors vous voyez venir le printemps, les cerisiers, voilà, les fleurs qui bourgeonnent, tout ça. Donc nous avons une thématique cerisier. Donc d'un côté l'équipe rouge avec Cédric et Clément. Je compte sur toi. Attention, de l'autre côté l'équipe bleue avec Marcy, avec Chloé, avec Grégoire. On rappelle 5 morceaux, 1 point par bonne réponse. Si vous donnez la mauvaise réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Il n'y a pas besoin de lever la main. Il n'y a pas besoin de lever la main, vous donnez directement. Voilà, très bien. Premier morceau. Cardcaptor Sakura. Alors c'est marrant, tu dis de pas lever la main et tu lèves la main. C'est vrai. C'est un réflexe que je te respecte beaucoup trop. Oh, c'est gentil. Cardcaptor Sakura, c'est la musique de la transformation. Je sais pas, il faut préciser la scène. Non, c'est bon, c'est juste Cardcaptor Sakura, c'est très bien. C'est pas de musique de transformation, c'est la musique quand elle chope les cartes. C'est le second thème effectivement de Sakura, composé par Takayuki Negishi sur la bande son de Cardcaptor Sakura, tout simplement, animé signé Madhouse dans les années 90-1998. Voilà, 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Puzzle Fighters. Ce n'est pas Puzzle Fighter, mais tu n'es pas très loin. C'est le thème de Sakura. Équipe bleue, du coup, mais c'est pas Puzzle Fighter. Mais tu as la réponse, mais l'équipe bleue, du coup. C'est pas d'entre vous à la réponse. 3, 2, 1. Équipe rouge. Alors, il me faut Street Fighter Alpha, lequel bon, allez, concédé. Attends, c'est le seul qui peut tous nous avoir sur ce truc-là. Tu leur refuses le point, quoi. Street Fighter Alpha 2, effectivement, le thème de Sakura, composé par Tatsuro Suzuki, jeu sorti en 1996 sur Capcom System 2. Voilà, donc 2-0 pour l'équipe rouge. Troisième morceau. Vous commencez à voir se dessiner le mot-clé du quiz. C'est un thème de personnage dans un animé bien connu du studio Pierrot. Dans Naruto. Voilà, bravo. C'est effectivement le thème de Sakura dans Naruto. Elle avait un thème. Dans la première OST, tu as Sakura's thème. Voilà. Donc, oui. Ok, donc il faut prendre des animés où il y a des persos Sakura. Très bien. Je comprends le troisième, tu vois. Le mot-clé, c'est Sakura. Ouais. Vous me voyez venir, du coup. 3-0, du coup. Mais pour la beauté du jeu, on continue. On peut arrêter. Non, il y a encore 2 morceaux, donc on continue. 4e morceau. Alors il est récent celui-là. C'est pas Sakura Taisen. C'est Guilty Crown. C'est pas Guilty Crown non plus. Équipe rouge. J'ai oublié, je me rappelle même plus du nom de la chanteuse. C'est l'ending d'un film d'animation dont le 2e épisode a été projeté au Grand Rex il y a pas très longtemps. Oui, mais c'est une grande saga qui... j'ai entendu le mot magique à ma gauche. Fate, mais lequel? C'est... Fate State encore. Si Sakura est l'héroïne, c'est quelle déclinaison de Fate? Je m'y connais pas assez en Fate. Là. Clairement, ce n'est pas Fate entrer l'accusé, je préviens tout de suite. Non, vous l'avez pas. Bon, Fate encore. Fate encore, non, c'est pas Fate encore. Équipe bleue. Lancez-vous, allez-y, Fate Stay Night, inventez des noms, c'est pas grave. Fate 2. Non. Fate Limited Blade Works. Non, je ne connais pas du tout personne... en Fate. Fate 7. Fate 0, non, ce n'est pas Fate 0 PJ, on me dit depuis la régie, non. Bon, je vais vous le donner. C'est Fate Stay Night Evansville. Ah oui. Voilà, le film, donc, dont l'ending du premier épisode, du premier épisode de la trilogie, interprété par Aimé. Le morceau s'appelle Hana no Uta. C'est Aimé, c'est ça. C'est le thème de Sakura, Hana, voilà, les fleurs, tout ça. Bon, bref, voilà. Sakura qui est le personnage principal du troisième itération de Fate Stay Night, dernier scénario du visual novel adapté en film. Donc pas de points cette fois-ci, mais tout est possible car le dernier va décider. Je vais donner 5 points pour le dernier. Si, parce que bon, c'est une licence qu'on adore par chez nous, et donc c'est parti pour le dernier morceau. Sakura Taisen. Celui-là, c'est bon. Il l'a dit en même temps. Ils l'ont dit en même temps. En plus, je l'ai dit avant, tout à l'heure. Ça compte forcément. Prétérition, attention sur le chat. J'ai eu un mur de Fate sur le chat. Désolé. Très bien. Non, c'était Sakura Taisen. Bon, je vais pas donner 5 points quand même. Oh là là. Bon, ouais. 4, ça suffit. Non, mais c'est le seul qui soit de mon époque, s'il vous plaît, de tous les animés qu'on a cités. Attends, c'est Sakura Taisen, mais c'est lequel? Parce qu'il y en a au moins 5 déclinaisons de ce thème-là en fonction du jeu. Non.
Si. Ah bah Non, si, bah, si, ça, je les ai tous dans mon Ça, c'est celui du film. C'est celui de la série animée, effectivement. Oh, voilà, ça pas le Voilà. Lui, il avait pas le droit à Street Fighter Alpha 2 Turbo mes couilles, alors mais pourquoi elle aurait... Écoute, Sakura est apparue dans Street Fighter Alpha 2, donc je ne peux pas dire Street Fighter Alpha 1, je peux pas donner le point parce qu'elle est pas dedans. Tu vois, c'est tout, c'est simple. Alors que Sakura Taisen, c'est Sakura Taisen partout. Donc ça Tu lui as marche. donné le point quand même. Donc j'ai donné le point à l'équipe bleue quand même. Soyons un petit peu décents. Donc c'est un thème composé par Kohei Tanaka qu'on a vu sur l'OST par exemple de One Piece et qui a également interprété par le Floral Assault Unit, donc l'unité de l'assaut floral. Donc forcément les petites fleurs, tout ça. Sakura Taisen avec l'héroïne qui s'appelle d'ailleurs Sakura Shinjugi, je sais plus, j'ai un doute. Donc Sakura Wars, jeu de Overworks édité par Sega 1996. Voilà. C'est tout pour ce quiz musical. Donc on est sur un score de 3-1. Bon, on a quand même mis un point, voilà. Je n'y pensais pas. Hein. Parce que Clément est spécialiste quand même en musique, je tiens à le dire, il était très défavorisé. Les amis, c'est l'heure des recommandations, en avez-vous? Grégoire, Mirai, Nikki, vas-y, tu peux le faire. Non, Umbrella Academy. Umbrella Academy, ça y est? C'est Netflix, ouais. T'as terminé? Je l'ai fini, c'est pas si mal. Rappelle un petit peu de quoi ça s'agit pour les gens qui... De quoi il s'agit? C'est en gros alors un homme qui... pardon, 1, 2. En gros, comment on dit? Ah oui, il adopte. Je dois voir une critique qui a été faite la semaine dernière. Un certain nombre d'enfants en fait qui vont en grandissant développer chacun leur pouvoir. Et la série démarre avec le retour de l'un qui avait en plus du pouvoir de voyager dans l'espace, il a voulu voyager dans le temps sauf qu'il s'est retrouvé coincé pendant un certain nombre d'années et puis il revient, il fout un peu le bordel en disant il y a la fin du monde qui débarque dans 7 jours, aidez-moi à l'arrêter. Et donc de fil en aiguille en gros le but c'est, il y a un petit côté larme à l'œil sur oui c'est la réunion des enfants du professeur machin mais famille dysfonctionnelle, tout ça. Voilà, c'est ça, mais honnêtement c'est sympa. C'est le crossover improbable entre la famille Tenenbaum et X-Men en fait. Il y a un côté X-Men qui est très très assumé. D'accord. C'est vrai. Mais la fin en plus ouvre sur une saison 2 clairement. Ils vont en faire une deuxième. Vu la fin, c'est sûr. Donc autant regarder la première en ce moment, surtout qu'il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent à côté et que c'est quand même pas si mal Umbrella Academy. Il y a pas mal d'animés à regarder légalement quand même sur Crunchyroll. Enfin, à défaut de les regarder sur Netflix, il y a pas mal de choses intéressantes. Autre recommandation, Marcy? Moi, je viens de finir une série coréenne sur Netflix. Alors désolé, c'est encore Netflix, mais bon, voilà. Non, mais pas de problème. C'est Miss Hammurabi et je le recommande énormément. C'est sur une jeune juge qui arrive à la cour et qui a plein de principes et et qui veut sauver et qui veut un peu changer le monde et elle va se heurter à tous les murs possibles. Et donc du coup, il y a beaucoup de mèmes sur internet qui viennent de cette série qui sont assez croustillants. Donc regardez le premier épisode et vous verrez bien. Mais la série est sympa. Très bien, Chloé. Pour ma part, on reste sur la lancée Netflix, sinon c'est pas drôle. One Day at a Time. C'est une série dont la 3e saison est en train d'être diffusée sur Netflix. C'est l'histoire d'une famille d'origine cubaine qui habite à Los Angeles, composée d'une mère célibataire avec 2 enfants et une grand-mère. Et ça traite d'énormément de thèmes d'actualité sous format de sitcom. Elle est assez fantastique. Franchement, laissez-vous tenter, on passe vraiment un bon moment. Et c'est un Daruma d'or pour les meilleures recommandations Netflix du coup. Un deuxième Daruma pour Netflix, c'est pas mal, Clément. Ça date un petit peu, mais je vais dire Nicky Larson. On a 1,5 million d'entrées et j'aimerais bien avoir un deuxième numéro. Alors là, alors d'ailleurs c'est des conneries parce que je suis allé voir sur les sites de box-office officiels, il est à 1 350 000 entrées. Donc Monsieur Lachaud a décidé d'arrondir parce qu'il sait plus quoi dire en tweet, mais bon. Ce sont les chiffres de la police. Bon, c'est bidant, c'est pas grave ça de toute façon. Alors Cédric, tu fais le malin. Eh ben moi, de quoi je peux bien parler? De quelle peut être ma recommandation? Tu sais bien que je suis devenu ton Stéphane Mossiakis à avoir une unique reco. Et ben moi ma reco c'est... pas Anaconda, non? Non, c'est pas Anaconda, c'est Monsieur Bobine qui a fait une nouvelle vidéo sur la saga Mission Impossible et qui vous explique pourquoi est-ce que c'est une série plus intéressante qu'il n'y paraît. Mais à côté de ça, j'ai 2 autres recos. Alors, je l'ai fait très vite. La première, c'est que Rocky Rama a sorti son nouveau numéro dont le titre est Que reste-t-il de Kubrick? C'est un très beau titre, c'est une très bonne réflexion et ça pose la question qui sont les héritiers de Kubrick? Comme on se pose la question qui sont les héritiers de Clamp? Et ben voilà. Kojima.
J'entends ce truc qui s'en parle. Et surtout, la débo, je vois, il en parle sur le forum, mais j'en ai déjà parlé je sais pas combien de fois un peu partout. C'est Dororo, l'animé qui est sur Amazon Prime Video. Dororo, c'est juste la folie, c'est l'adaptation du meilleur manga de Tezuka pour moi, personnellement, c'est mon manga de cœur de Tezuka. Et c'est juste ouf, c'est et trop bien fait, tu en parlais dans le dernier le Japon d'ailleurs. Oui, j'en ai parlé à Mangaka, j'en ai parlé au Japon, j'en parle dans ma douche, j'en parle à tout le monde. Enfin, Très bien, tant que tu n'en parles pas à tout le monde dans ta douche, tout va bien. Tu n'as pas regardé mes derniers streams. Voilà, je tiens vite. Moi, donc mes recommandations, j'en ai deux. La première, elle va pas être accessible à tout le monde, donc débrouillez-vous pour avoir un code. C'est le dernier numéro de Retro Dash, émission rétro sur Gamecult Premium, présentée par Pipo Mantis, qui recevait cette semaine Raphaël Lucas et Isual pour parler de Richard Garriott et de sa saga Ultima. Je n'y connaissais absolument rien et j'ai appris plein de trucs. C'est extraordinaire. C'est vraiment un super odyssée dans justement toute l'histoire du computer RPG des années 90 sur comment est-ce que tu donnes la liberté aux joueurs, comment tu la lui reprends, comment est-ce que tu adaptes le contenu de ton jeu, je dirais aux remarques des parents aussi, parce qu'à l'époque il y avait toute une cabale contre l'univers un peu satanique des RPG. Donc c'était vraiment une émission extrêmement intéressante, donc je vous la recommande. Moi mon code je l'ai déjà donné, donc c'est pas la peine de me le demander. En revanche vous pourrez toujours me demander mon avis sur Neo Yokio, car je recommande Neo Yokio, voilà, qui pour moi est intéressant, c'est de circonstance, parce que c'est mine de rien une relecture façon Boondocks, façon Stoner de Tokyo Babylon, sur pas mal d'aspects, notamment pas uniquement sur les channel suits, hein. Il y a plein d'autres blagues consacrées à ça. On en a discuté sur Discord, je vais pas le redire ici, j'ai une théorie là-dessus, mais c'est une série qui je pense est beaucoup plus intelligente qu'il n'y paraît, donc allez-y, faites-vous votre avis, mais ça vaut le coup d'être vu, et c'est encore sur Netflix pour le coup. Les amis, comme le veut la tradition, c'est la fin des choux. Et c'est la fin de ce numéro de Hyperlink. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Eh bien, sur mangacast.fr, dès que le site marchera correctement. Toutes les émissions, donc 2 émissions par mois, sans compter les extras si on en fait, avec une émission de chronique et une émission où on a des invités sur un thème particulier, un petit peu plus sérieux et un petit peu plus court, parce que quand on fait des chroniques, on dépasse allègrement les 2h30, 3h. Mais c'est parce que Cyril qui ne sait pas s'arrêter de parler. C'est parce que tu es obligé de spoiler, alors je suis obligé de te recontredire, c'est pour ça. C'est faux. Très bien, ça juste. Toi Clément, on peut te retrouver moi dans le bimensuel d'Animeland, tous les 2 mois, et également dans les livres édités par Ignis. Le dernier en date c'est DreamWorks. Voilà, donc lisez-les. Un prochain, là, prévu Le prochain qui est prévu de sortir, c'est Luisa Takahata. Très bien. Voilà. Ok, bon. J'ai pas participé, mais voilà. Oui, un sacré dossier, mon Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire sur Isao Takahata. Cédric, on te retrouve pas la semaine prochaine parce que tu pars au Japon ? Ouais, je pars mercredi. T'as vu la dédicace dans le quiz musical ? T'as pas tilté ? Non, j'ai rien capté. Pourquoi ? La floraison des cerisiers, tu vas pile poil pour laisser les dates, enfin. C'est vrai, j'essaierai de te trouver une petite peluche Yuko, du coup, si c'est ton kink, j'ai compris ça. Non, je suis sa peluche, c'est différent. Ah d'accord. Donc, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour parler des héroïnes, pour la sortie de Captain Marvel, et on se retrouve sur le Discord, évidemment. Je crois que Damien a mis le lien sur le Discord, tout à fait, parfait. On se retrouve sur Twitter, @hyperlink_RVL. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à partager vos avis, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Discord, ça fait vraiment super plaisir. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. À plus. Bye. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.